Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre top des comics qui n'a pas de nom. Et ben c'est comme un top qui classerait des comics et en fait le nôtre n'a pas de nom. Comme tous les soirs, on a réuni une bande de joyeux drills et puis on a collecté vos listes sur le net. L'idée c'est vous nous proposer une liste avec un thème et un titre et 3 séries, 3 sagas qui sont sorties chez Marvel ou chez DC exclusivement. Et nous, on essaie de leur trouver une place dans le top avec le plus d'argumentaires foireux et de mauvaise foi possible. Nos invités ce soir pour participer à ce festival de mauvaise foi sont une fois de plus le pétillant Mister Yanda. Le pétillant, bonsoir tout le monde. Une fois de plus, nous sommes accompagnés du presque sénile Rétrophile. Je suis là, mais je suis pas d'accord avec ce classement, que ce soit bien clair. Et notre invité vedette du soir, parce que vous le savez, il rentre à chaque fois comme un chien dans un jeu de quilles. On a un invité qui vient foutre la zone dans le classement à chaque épisode. Et ce soir, c'est Flo de la chaîne Pistolet à Bulles. Salut Flo. Salut, c'est moi le chien. D'accord, waf waf. On t'a vu sur plein de trucs en fait. Il y a Pistolet à Bulles, il y a, tu t'animes la télé du TGS, du Toulouse Game Show aussi, c'est ça ? Oui, je participe au TGS en tant que bénévole et je fais partie de l'équipe de TGS TV. Oui. Et on a eu la chance de te rencontrer au dernier TGS Spring Break. Voilà, bah, c'est un peu l'émission du copinage, vous l'aurez compris, on est là pour se sentir la truffe les uns et les autres. On va se faire un petit récap du classement, puisque notre classement évolue à chaque épisode, c'est un peu le concept. Donc le numéro 1 du classement pour l'instant, c'est la série The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch. Numéro 2, Batman Silence de Jeff Jones et Jeff Lobb. Donc le numéro 2, c'est Batman Silence de Jeff Lubb et Jim Lee. Le numéro 3, Daredevil Born Again, évidemment de Frank Miller. Numéro 4, Crisis on Infinite Earth. Numéro 5, Batman Année 1. Numéro 6, Kingdom Come. Numéro 7, Batman The Dark Knight Returns. Numéro 8, Wonder Woman Dieu est mortel. Numéro 9, Batman The Killing Joke. Numéro 10, Civil War. Et puis on va aller à la fin du classement avec les derniers du classement sont Catwoman, la règle du jeu, Hulk, la fin, les débuts de All New Wolverine, donc X-23 qui reprend le rôle de son père, le crossover Marvel Original Sin, Captain Britain, la fin du monde, la saga du mariage de Deadpool, les épisodes consacrés au mariage de Northstar dans les X-Men, les épisodes consacrés au mariage de Tornade, encore une fois dans les X-Men, Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, avant-dernier, le crossover Infinity, et le bon dernier de ce soir, c'est le Secret Wars, la saga sortie en 2015. Ce que je propose, c'est qu'on embraye avec le programme de ce soir, puisque Phil a reçu des listes envoyé par les spectateurs de YouTube et par les auditeurs qui nous écoutent en podcast sur PodCloud, sur iTunes, sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et donc, Phil, je vous pose la question solennelle que nous nous posons à chaque début de podcast. Quel est donc le titre de la première liste de ce soir ? Alors on va faire comme la dernière fois, on va faire du DC et du Marvel. Très bien. Mais on va mixer 2 listes. Comme ça évitera que Yanda coupe son micro et ses écouteurs et s'en aille pendant une demi-heure. Mince. Donc on va mixer la liste de Tanguy Minou, le mancunien qui a fait une liste DC, et la liste Marvel de Benny P Comics. Le mancunien, sa liste s'appelle Les Hommes sans peur, et Benny P, sa liste s'appelle Les crossovers Marvel inutiles. On va commencer avec DC, et un titre de 2009, c'est Blackest Night de Geoff Jones et Ivan Reis, entre autres. Et le mancunien nous dit « Alors pour moi, Blackest Night est un incontournable. Je ne comprends pas que personne ne l'ait proposé dans votre top. Les dessins sont absolument magnifiques. Il met en scène tous les personnages du DC Universe et a d'énormes répercussions. » Et comme d'habitude, qui est-ce qui va commencer ? C'est le nouveau. Pourquoi ce serait pas le nouveau qui commence pour une fois ? Allez, honneur au nouveau. Honneur au nouveau. Ouais, j'ai envie de dire honneur au nouveau. Blackest Night, non. Ok, merci. Alors attendez. Remettons les choses au point. On a dit on va faire venir Flo parce que c'est plutôt un mec positif dans la vie. C'est un mec qui est gentil, qui est bien pensant et ça va nous permettre d'avoir une sorte de bouffée d'optimiste dans ce podcast de mauvaise foi. J'ai envie de dire le pari est complètement réussi. Bon, il faut que je confesse, j'ai lu des bouts, c'est-à-dire que je n'ai pas lu l'intégralité du run. Ça m'est tombé des mains. Je suis désolé, c'est quelque chose qui m'est tombé des mains. Au niveau des dessins, c'est plutôt intéressant, mais au niveau de l'histoire, j'ai rien compris. Alors peut-être que à l'époque, je lisais pas suffisamment de DC pour comprendre, parce que je l'ai lu quand c'est sorti. Ça m'a pas attiré. Et c'est vrai que depuis, j'ai pas comblé ce trou.
Il va falloir que tu réfléchisses en regardant la liste pour essayer de trouver dans quelle zone tu le mets. Mais je vous propose l'argumentaire de mauvaise foi de notre fan de DC, agent secret de Urban Comics, Mister Yanda. Est-ce que je suis d'accord, Yanda, Ma couverture. avec cette analyse? Ma couverture. Eh bien, au risque de vous surprendre et de vous étonner et de vous laisser quoi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé Blackest Night parce que, alors, c'est un des derniers, si ce n'est même le dernier, gros event d'ampleur qui ouvre la voie à Flashpoint et donc après au New 52. Mais c'est un event d'ampleur en termes de personnages apparaissant dans l'histoire. C'est ce qui peut aussi, et je peux tout à fait comprendre l'argument de Pistolet à Bulle disant que ça lui est tombé des mains parce que c'est vraiment, si on veut vraiment bien comprendre et plus facilement accrocher au truc, c'est vrai qu'il faut connaître l'univers DC. C'est moins dense et moins lourd qu'un Crisis on Infinite Earths, mais voilà, pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants et par rapport aux personnages qui reviennent des morts, puisque voilà, le concept de Blackest Night, c'est l'apparition de ce nouveau corps, les Black Lantern, qui sont, et j'ai eu une discussion il y a quelques temps de ça avec Marvel sur le concept de zombies, et à savoir si les Black Lantern étaient des zombies ou pas. Marvel, Mais, c'est Alex Marvel, des Chroniques de Marvel. Alex des Chroniques de Marvel, oui, Ouais. tout à fait, oui, non pas avec la société Marvel qui n'en a absolument rien à carrer de mon existence, mais du coup, voilà, en fait, les Black Lantern sont des anneaux qui viennent chercher les morts et les font revenir à la vie. Et le but de ces Black Lantern est en fait de propager un petit peu cette espèce d'état de Black Lantern en tuant leurs ennemis, tous les gens en fait, et de mémoire en leur dévorant le cœur pour ensuite en faire des Black Lantern. C'est le bout de la finalité de la chose. Bref, toujours est-il que du coup ça va engendrer un énorme combat entre tous les différents corps. Donc c'est pareil, ça fait encore intervenir beaucoup de notions qu'on accroche ou pas, et du coup c'est vrai que ça peut être un peu dur d'accès. Pour autant, ça reste une très bonne histoire qui a eu beaucoup de répercussions, puisque ça embraye derrière avec Brightest Day, et on a de vraies répercussions en fin d'event, un peu plus que ce qu'on a eu par la suite avec la guerre des ligues ou Forever Evil pour les events récents. Mais voilà, c'est un event où il y a de vrais enjeux. Et graphiquement, c'est Ivan Reis. Voilà, fair enough, tout est dit, c'est de la patate. C'est vrai que c'est beau, mais pour appuyer un petit peu mon argumentation, j'ai eu le ressenti que ça faisait un petit peu Power Rangers. On avait les verts, les jaunes, les rouges, les noirs. Je trouvais ça un peu facile, la déclinaison des couleurs. Ah, ça c'est Geoff Jones, avec les Green Lantern. Du coup, c'est un dérivé de tout le travail qu'a fait Jones quelques années avant sur le Green Lantern, et tout ce remaniement avec les différents corps et les couleurs associées aux émotions, etc. etc. Donc oui, ouais, c'est un peu caricatural, je trouve. Mais libre à chacun de penser ce qu'il veut sur ça. Ça n'empêche que moi j'ai bien kiffé Blackest Night quand même. Pour l'histoire, même si oui c'est compliqué, mais c'est quand même une sacrée histoire. Pour les enjeux et pour les conséquences. Et pour les dessins. Bon, je l'ai déjà dit 10 000 fois dans le podcast, mais c'est typiquement le genre de truc que j'aime lire, c'est-à-dire t'as vraiment l'impression qu'ils vont jamais s'en tirer. Plus ça va, plus c'est pire. Je crois qu'il y a une scène, bon je l'ai pas lu depuis, mais t'as une scène où t'as Flash qui est en train de courir à fond avec Green Lantern qui le suit derrière, et t'as les anneaux qui les suivent, c'est la folie, tu te dis mais comment ils vont s'en tirer. Je mettrais juste un petit bémol, bon ça reste une grande saga, mais par contre, contrairement à Civil War, où il faut lire tous les tie-in pour apprécier complètement le truc, moi j'ai lu la saga principale d'abord, ça m'a tellement plu que j'ai acheté le reste, j'ai tout lu et je me suis rendu compte que tous les à côté, ça a enlevé le côté urgent justement. Quand tu lis la saga principale, ça va très vite, t'as l'impression que ça se passe en 2-3 heures, et en fait je pense que les tie-ins sont vraiment pas importants et c'est vraiment du remplissage. Mais bon, on va pas noter là-dessus, la saga en elle-même c'est une des meilleures de DC selon moi. Et par contre, j'avais pas l'impression que c'était difficile de rentrer dans la saga sans trop connaître l'univers DC, parce qu'une fois que tu connais Flash, bon, il n'y a pas Batman parce qu'il est censé être mort.
Une fois que tu connais Flash, tu connais Green Lantern, ça roule tout seul. D'ailleurs, il était où Superman à ce moment-là? Je me souviens pas de lui dans la saga. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a un peu désarçonné. Il y avait ni Superman ni Batman pour un événement, un crossover d'ici. Ouais, mais alors les personnages qui sont là, quand même, il y a... Oui, il y a des enjeux, il y a des forts enjeux, effectivement. Il se passe des trucs vraiment, vraiment bien. Il y a quelque chose qui se passe. Mais bon. Et il y a des évolutions avec les persos qui sont vraiment cool. Je pense à Flash, là, maintenant, tout de suite, avec ce que disait Phil. Ce qui se passe avec Flash, c'est génial. Parce que c'est hyper associé au personnage et tout, et c'est vraiment top. Je serais curieux d'avoir l'avis de Matt dessus, parce que je sais que Matt est pas hyper friand du concept des multicorps instaurés par Geoff Jones. Ah, du coup, je serais assez curieux. Alors moi je l'ai déjà dit plein de fois, toute cette partie de Geoff Jones, moi j'adore Green Lantern, mais je déteste sa série. Je trouve que c'est un personnage dans la Justice League qui est hyper puissant, avec son anneau, sa volonté de pouvoir construire plein de trucs. Et graphiquement il y a moyen de s'éclater, et en plus le personnage en lui-même est hyper puissant. En revanche, toute la partie de Geoff Jones avec les différents corps de lanterne, et où pour résumer, tout le monde va se bagarrer et faire clignoter sa lumière dans l'espace, ça m'ennuie. Et puis j'ai vraiment l'impression que, en plus, il n'est pas inspiré, puisque au moment où il fait le corps indigo, qui est censé juste être un booster de l'autre corps parce que c'est la compassion ou je sais pas quoi. Enfin, tu sens que le mec, il a pris son dictionnaire de psycho, il a ouvert au milieu, il a trouvé un truc et c'était fini, quoi. Enfin, je suis vraiment pas client de ce passage-là. Et j'avais vraiment envie d'aimer cette saga. J'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais jamais lu, et quand c'est sorti chez Urban, j'étais vraiment pressé de lire ce truc-là. J'ai effectivement trouvé... Alors, effectivement, je trouve ça très beau, mais je trouve ça très compliqué. D'abord parce que il faut être à jour avec les 7 couleurs et le spectre émotionnel. Il y a un nouveau corps qui rentre. Il y a des trucs où en permanence, le méchant Black End, on fait référence aussi à autre chose qui est peut-être l'entité qui contrôle sa lanterne. Enfin, j'étais paumé dans ces trucs-là. Il y a effectivement beaucoup de personnages. On fait revenir des trucs, des personnages morts, des trucs. Enfin, il faut quand même être assez à jour avec l'univers DC. Et ouais, j'ai pas trouvé ça hyper accessible. Et du coup, je suis sur un avis un peu médian par rapport à ce truc-là, dans le sens où c'est beau, il y a des enjeux, il y a plein de choses pour que ce soit intéressant, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de bonbons et de récompenses qui est donné aux gens qui connaissent vraiment cet univers, plutôt qu'aux mecs comme moi qui pouvaient se mettre à DC Comics à ce moment-là, en venant de la concurrence, et qui donc sont pas hyper à jour avec tous les personnages. Du coup, c'est plutôt... c'est pas les qualités techniques de la série qui vont faire que je vais lui mettre une mauvaise note, puisque je vais probablement pas lui mettre une très bonne note, mais c'est plutôt le ressenti et le plaisir que je peux avoir à lire ce truc-là, parce que j'ai l'impression que à un moment, c'est pas fait pour un lecteur comme moi. C'est un très mauvais point d'entrée, hein. Merci. Mais ça n'était pas voulu comme tel, hein, d'ailleurs. Ah bah de ce point de vue-là, c'est réussi, donc je vais peut-être lui mettre une bonne note. Voilà, tu vois, c'est bon. Mais ouais, non, mais je comprends ton avis. Mais ça reste une très bonne histoire. Du coup, on arrive au moment du positionnement numérique. Et messieurs, roulement de tambour, il va maintenant falloir choisir et trouver une place pour ce titre dont nous avons pu énumérer les qualités, mais qui va quand même finir au fond du classement, quoi, c'est certain. Au fond du classement, non. Oh, si. Si. Oh merde. Si, monsieur Yanda, si. Yanda, je le vois où, moi? On est deux. Bon. Vous voulez commencer? Eh ben écoute, je mettrai 17ème sous Secret Wars. Parce que c'est moins bien que Secret Wars, faut être honnête. 17ème, donc Ah ouais, après Secret Wars de 1984 et avant la saga Allman Logan de Mark Millar et Steve McNiven. Ah ouais, je le vois bien là, ouais, il est bien. Moi, je le verrais plutôt 42e, juste au-dessus de Gwenpool. Il est fou, lui. Oh merde. Donc toi, tu nous le mets entre le Astonishing X-Men de Whedon et Cassaday et Gwenpool. Ah oui. Excusez-moi, qui a eu l'idée d'inviter Pistolet à Bulle? Mais je crois que c'est toi. Je crois que c'est une idée à toi. Ah merde. Merde. Moi, je le verrais bien 19ème, juste avant Justice League aux origines. Entre Justice League aux origines et un long Halloween. 42ème, putain. J'ai mal à mon décès, quoi. Je regarde par rapport au classement, je suis en train de regarder autour de la 25e place. 25e, on a Futur Imparfait. 26e, on a Planète Hulk. 27e, le Spider-Man de McFarlane et David Michelinie, comment on le dit? Michelin. David Michelin, quoi, comme la locomotive. Du coup, je pense que ça a quand même un peu mieux vieilli que le Spider-Man de McFarlane, que j'aime parce que je l'ai lu quand j'étais ado, et je pense que c'est quand même un peu mieux que... Enfin, pour moi, ouais, je suis au niveau du 26. Alors, je sais pas si je le mets avant ou après Planète Hulk, mais je suis dans cette zone-là, en fait.
Parce que je veux bien reconnaître que c'est un bon titre et tout. Le seul truc qui me bloque, c'est que c'est pas pour moi. Donc je vais pas être trop de. Je pourrais le descendre pour le descendre, mais est-ce que c'est vraiment intéressant, tu vois? On le met 25e? 25e, il se retrouverait entre la série Next Wave de Warren Ellis et Hulk Futur Imparfait, mais je crois que Florent n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Non, non, non. Par exemple, le 30e X-Men New Mutant Asgard Saga est beaucoup mieux que cet event. En fait, le concept, et ça on va le dire aux gens qui nous commentent, parce qu'on a beaucoup de commentaires qui disent Oui, qu'on je fait de la sais. merde, que le top Ouais. ressemble à rien et tout machin. Il faut comprendre que ce top ne satisfait personne. Parce qu'on se retrouve avec des titres qu'on aime et qui sont mal classés, les titres qu'on n'aime pas qui sont bien classés, parce que les deux autres zozos fidèles au poste ont classé des trucs que j'aime pas, par exemple. Et puis surtout, parce que le fait d'avoir un intervenant tournant vient vraiment foutre la merde dans le top. Et en fait, on est au 4e épisode là, de ce podcast, et en fait, le top me satisfait pas vraiment Yanda, pas vraiment Phil, et donc d'après les commentaires vous satisfait pas vraiment non plus, et c'est ça le truc. Et si vous n'êtes pas content de ce top, n'hésitez pas à le faire chez vous, et on a toutes les astuces techniques si vous voulez jouer au top des comics chez vous et faire ça avec vos amis. Voilà. 25e autour de Next Wave Futur Imparfait, ouais, ça me paraît être pas mal. Au pire du pire, on le met 26e, mais on va pas plus bas. Pistolet à bulles. J'ai descendu d'une place là. Allez, 27 grand max. 27 grand max. Allez, Je pense que sur une moyenne mathématique on est pas mal en plus. Allez. Donc 26 ou 27? 27. Donc 27, on se retrouve avec Hulk Futur Imparfait en 25, Planet Hulk en 26, Blackest Night en 27, et le Spider-Man de McFarlane et David Machin en 28e position, avant Swamp Thing et Animal Man version New 52. En fait, je vais avoir du mal à mettre des titres au-dessus de la 15e place, parce qu'on a vraiment un top en béton armé, franchement. Non mais le problème c'est que là, Flo t'a cédé un peu de terrain, mais il va falloir que tu le rendes sur une prochaine négociation. Allez, on va parler un petit peu de Marvel là avec la liste de Benny P. Comics. C'est un titre de... Alors, sa liste s'appelle les crossovers Marvel inutiles, mais ça veut pas dire mauvais. Sauf, ce premier titre, selon moi, c'est Fear Itself, de Matt Fraction et Ed Brubaker, Stuart Timonen. C'est un titre de 2011, et c'est à ce moment-là, quand j'ai lu ça, que je me suis dit, ça serait bien que Marvel arrête de faire des events tous les 6 mois, et je ne savais pas à l'époque que c'était que le début. Et Fear Itself, c'était le crossover de trop. Je sais pas si tu te rappelles, c'était avec des runes magiques de Asgard qui transformaient les gens, je crois, C'est ça. en super puissance. C'était inutile, pitoyable. Ouais, parce qu'il fallait réussir à faire peur à la peur elle-même. On est dans la partie où Marvel a commencé à enchaîner les crossovers, où il y a eu Civil War, il y a eu Secret Invasion, il y avait eu House of M juste avant. Il y en a un entre les deux. Fear Itself, c'est le dernier de la liste. Il y en a un dont j'oublie. Et Siege. il y a Ouais. siège. Et Siège, comme disent nos amis toulousains, et Fear Itself derrière. Et tu dis que c'est le moment où Marvel va se calmer. Non, non, au contraire, on est en plein dans la vague où en plus les auteurs essayent de reprendre des trucs après les crossovers, installent parfois des bonnes choses et sont obligés de péter tout ce qu'ils ont construit au bout de 8 à 10 mois parce que d'un seul coup, leur éditeur leur dit ouais, bah tu donnes ton personnage à Matt Fraction parce qu'il fait quelque chose avec un crossover. Et c'est l'époque où Matt Fraction était mauvais. Hein, on va appeler les... Donc c'était pas bien, voilà, c'était pas bien. Je vais commencer par... On peut lisser vers la fin là, hein, parce qu'il y a quand même des bonnes surprises dans le Secret Wars de 2015 et qu'il y a des trucs intéressants avec la relation entre Fatalis et Doctor Strange par exemple, et que je ne vois pas vraiment de choses intéressantes dans Fear Itself. J'ai aucun argument pour défendre ce titre, à part que c'était court, ce qui est un peu court comme argument. On va voir ce que dit Pistolet à bulles, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'était vraiment du remplissage. Je sais pas combien de temps ça a duré, 2 ou 3 mois, peut-être un seul mois. Et je crois, alors je vais spoiler Spoiler. Oui. Spoiler. Oh, je vais me faire engueuler par Val. Spolier, c'est quand on vole l'or des gens. Et ben ils ont volé mon argent en achetant ce comics, tu vois. Et je crois que c'est dans ce bouquin où à la fin ça se finit, t'as des robots nazis sur la Maison Blanche en train de tirer dans tous les sens et t'as les Vengeurs qui arrivent. C'est n'importe quoi. Mais c'est dans celui-là où il y a un personnage qui meurt et qui ressuscite dans le même crossover. C'est dans tous les crossovers. Non mais au moins avant t'avais un mec qui mourait et qui ressuscitait dans le crossover suivant. Là non, ça se passe en 2 épisodes, le mec il y a plus d'enjeu quoi, le mec meurt et ressuscite direct. Ah bah j'ai dû sauter une page, ça doit être à ce moment-là. Alors, mais c'est vrai que ces crossovers qui s'enchaînaient avec des morts à chaque crossover, ça a commencé vraiment à fatiguer tout le monde. Et c'est vrai que c'est à peu près à ce moment-là où moi aussi je me suis fatigué de ce stratagème. Par contre, il n'est pas si mauvais.
je dirais que je ne vois pas tout en bas. Il y a des choses à sauver. Déjà, les dessins sont quand même plutôt bons, je trouve. Ensuite, même si c'est assez bateau, il y a quand même une petite réflexion sur la peur. Alors effectivement, on est dans un contexte post-2001, post les attentats du 11 septembre, et on se retrouve un petit peu avec tout ce qui est terrorisme, et on a quand même ce message-là, comme quoi il faut se battre, il faut se relever, il faut y aller, quoi. Et c'est ça, en fait, le sujet de Fear Itself. Alors, c'est quand même très bateau, je suis d'accord. Mais on voit, si je me souviens bien, on voit des pompiers, on voit des gens qui viennent se battre avec les Vengeurs alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, t'es assez branché pompier comme mec dans la vie. Ouais, j'aime bien les pompiers. Moi, si je veux voir des pompiers, ben, je mets le feu à côté, quoi. Après, c'est bateau, c'est vrai que c'est bateau. Peut-être que le message est bien, peut-être que le message est bon, mais c'est mal fait. Donc je peux pas encourager ça. Il faut que je pose la question pour la forme. Mister Ganda, vous avez lu ce document? Absolument pas. Ouais, très bien, merci Mister Ganda. Quelle chance. Donc écoutez, on est à un top où il y a 61 titres classés. Fear Itself est mon 61e. Moi, je suis d'accord. Oh là 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 là. Mais si on est deux d'accord, c'est bon, si je me souviens bien des règles. C'est bien ça, oui. Si Si on on est me souvient bien d'accord, des règles, bah c'est oui, il y a ça, majorité, voilà. ouais. J'ai cru que Pistolet à Bulle allait nous le remonter. J'ai eu peur. Ouf. Pour la forme, quand même, je le mettrais bien, moi, pour la forme, puisque c'est joué, je le mettrais bien, moi, en 59e position. 59e position, donc tu le mettrais entre Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham et le crossover Infinity. Oui. Ah non, Infinity, c'était mieux quand même. Infinity, c'est un peu mieux. Oui. C'est un peu bien dessiné quand même. C'est bien, on l'a mis 59e. C'est bien, oui. Allez, on le met tout en bas. Ah, il est bien. Il soutient ses copains. Allez, on rappelle Yanda, parce qu'on revient sur la liste d'essais du Mancunien. Oui, bonsoir. Donc, c'est un titre de Batman. Ah. Ouh. 1987, La naissance du démon de Denis O'Neill et Norm Breyfogle. Et tu l'as bien prononcé en plus, Phil. Ah bon, mince. Eh ouais, J'étais sûr Norm de me Breyfogle. tromper. Ouais. Alors, le Mancunien nous dit Batman, la naissance du démon est une agréable surprise aux premiers abords. Les dessins ne me plaisaient pas, mais l'histoire est vraiment bien et on en apprend plus sur l'histoire de Ra's al Ghul. Ah, comment on peut ne pas aimer les dessins de Norm Breyfogle? Ah, les dessins, c'est subjectif. Alors, faut savoir que donc on parle uniquement de la naissance du démon, parce que c'est une saga qui est. Vous qui a faites ce que vous voulez, je l'ai pas lu. C'est comme ça qu'Urban l'a publié. Urban l'a publié les 3 parties de la saga, mais qui ne sont pas écrits par les mêmes personnes. En l'occurrence, Denis O'Neill n'a fait que la naissance du démon. Donc on va parler que de ça. En plus, c'est la meilleure des 3 de toute façon, donc très bien. Restons-en là. Tu peux nous briefer sur le titre parce que je vois pas du tout ce que c'est. La naissance du démon, c'est les origines de Ra's al Ghul. Les premières origines racontées de Ra's al Ghul. D'accord. Donc c'est dans Nemesis, c'est un décès Nemesis. Oui, Chez Urban. ça a été ressorti dans ce qu'ils ont appelé la saga de Ra's al Ghul. D'accord. Et dedans, il y a les 3 du coup sagas effectivement qui tournent autour du démon, à savoir la naissance du démon. Ensuite, c'est le fils du démon, où on a la première référence à un enfant, mais qui n'est pas nommé à ce moment-là. C'est écrit par Mike Barr de mémoire, et c'est la première référence à un enfant entre Bruce Wayne et Talia al Ghul. Ah, d'accord. Et on a la naissance, on assiste à la naissance de l'enfant, etc. Mais il n'est jamais nommé. Donc, il se veut que c'est de là que Grant Morrison a pris son inspiration pour Damian Wayne, et c'est de là que ça vient. Mais le bébé qu'on voit dans cette saga-là n'est jamais nommé. Et la 3e partie, qui est vraiment pas top, c'est la fiancée du démon, Bride of the Demon. Voilà. Et ça, c'est nul. C'est vraiment nul. C'est tellement nul que je me souviens plus trop de quoi ça parle. C'est une histoire. C'est un truc avec Ra's al Ghul et Batman. Ra's al Ghul veut mettre un plan en place. Machin. C'est vraiment pas terrible. Alors tu disais qui peut ne pas aimer les dessins? Enfin, j'aime pas trop les dessins. De Norm Breyfogle, c'est vrai? Ouais. Ah si, ils sont beaux. En fait, vraiment, il y a là, un non. côté. En plus, je trouve que il y a un côté crayon de couleur que j'aime pas du tout dans la façon dont c'est fait. C'est entre la peinture et le crayon de couleur, effectivement, ouais. Oui. Mais c'est aussi pour ça, c'était comment dire, c'était ironique, c'était à moitié ironique parce que
il y a vraiment rien de plus subjectif que les dessins. Tu peux ne pas aimer les dessins. Il y a des gens qui trouvent que ce que Jim Lee fait est absolument horrible. Et voilà, c'est les dessins, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Il y a des trucs qui vont te parler ou pas. Moi, personnellement, ce que fait Norm Breyfogle, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Et en l'occurrence, sur ce titre de 87, je trouve que ça a très bien vieilli. Et pour ce qui est de l'histoire de Dennis O'Neil, c'est donc les premières origines racontées et dévoilées de Ra's al Ghul. Donc on voit Ra's al Ghul avant qu'il ne devienne le dirigeant de la Ligue des Assassins. Donc il est médecin et il est marié, il est hyper amoureux, vraiment voilà, super tranquille. Il est au service du prince puisque ça se passe en Orient et il va se passer un truc avec le prince et sa femme et ça va dégénérer et ensuite voilà, ça va le mener dans cette espèce de psychose qui à terme le mettront sur cette voie donc de la Ligue des Assassins et de devoir éradiquer en fait l'humanité pour la nettoyer et voilà et les gens ne méritent plus de vivre donc il faut repartir à zéro. Et voilà. Et entre-temps, on découvre aussi, on a les origines avec ce qui deviendra après, parce que je crois que ça ne s'appelle pas comme ça dans cette histoire, les puits de Lazare. Voilà, tout ça est mis en place dans cette saga. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ça se lit, alors ça se suffit totalement à elle-même. C'est pour ça d'ailleurs que, alors c'est vendu avec les trois sagas dans le Nemesis, mais pour moi, on peut lire juste ça. Des trois, on a lu la meilleure, et c'est la première. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ok, je me permets de faire une analyse rapide et complète. Mais je vous en prie. Je ne l'ai pas lu, du coup, je vote blanc. Moi, je l'ai lu, et je peux dire, enfin, j'ai eu la chance d'acheter les 47 premiers volumes de la collection Eagle Moss tout récemment. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer, exact. Et donc, c'est tout frais dans ma mémoire, puisque je l'ai lu il y a la semaine dernière. Et c'est un gros, gros coup de cœur. Effectivement, j'adore cette histoire. C'est une façon d'aborder donc l'origin story de Ra's al Ghul. C'est vraiment très, très bien fait. Alors, les dessins sont old school, effectivement. C'est un effet crayon de couleur, peinture. On est loin de la colorisation façon ordinateur qu'on a actuellement. Mais c'est quand même justement pour l'expression des personnages, leur façon de se mouvoir, un petit peu la peur panique qu'on peut voir dans leurs yeux, c'est super bien fait, je trouve, parfois. Il faut vraiment le lire. Il y a un duel épique à la fin entre Batman et Ra's al Ghul. C'est extraordinaire. Franchement, j'ai adoré cette histoire. On est sur en termes de travail de caractérisation, ce que fait Dennis O'Neil avec Ra's al Ghul est vraiment, vraiment, vraiment très bon. On est un peu dans une optique, alors c'est très différent, en plus c'est pas du tout la même époque, mais on retrouve un petit peu ce que fait Brian Azzarello dans Luthor. C'est-à-dire que on en vient à presque, pas forcément se mettre de son côté, mais on comprend Ra's al Ghul. On le comprend tout à fait. On comprend pourquoi il devient comme ça, et on en vient limite à se dire, ouais mais en fait c'est normal, moi à sa place j'aurais fait pareil. Et voilà, c'est vraiment parce que tu pars du tout début où Ra's al Ghul est quelqu'un de tout à fait lambda, voilà, un médecin, etc., comme j'ai dit, et pour arriver à ce qu'il devient, et ça a une logique et ça suit un cheminement qui est très très bien raconté, qui est très très bien écrit. La psychologie et la caractérisation du personnage de Ra's al Ghul est vraiment géniale, et c'est vraiment 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 une très très bonne histoire. C'est vraiment un vent de fraîcheur. On sort un petit peu des histoires de super-héros. On est dans l'Orient, dans le désert. On est complètement vraiment dans une autre ambiance, et c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors du coup, pour le positionnement... Je crois que vous allez faire une connerie, je vous le dis tout de suite. C'est dans le top 20 pour moi. Hein. Alors je suis en train de regarder ça très rapidement. Ouais. Je pense, je te dirais que je le mettrais 15e, juste après Superman Luthor. Entre Superman Luthor et Secret Wars 84. Donc il serait 16e, pas 15e, mais très bien. Moi je le mettrais 17e. Juste après Secret Wars. Eh oui, pour sauver Secret Wars. Non, c'est mieux. Hein. Non, c'est mieux que Secret Wars, non.
Ce sont des quadragénaires qui vous parlent, je tiens à rassurer tout le monde. Tu as menti sur ton âge, tu as 25 ans. Je ne te crois pas. Secret Wars a vieilli, je l'ai relu il y a 6 mois. Ça a bien vieilli quand même. Oh, je le lis tous les ans, c'est énorme. Je m'en lasse pas. Faut que tu lises La naissance du démon, Phil. Faut que tu lises La naissance du démon, vraiment. Ouais, ok. Non, mais vous me le vendez bien, franchement. Mais je le mets 17ème. Bon alors, où est-ce qu'on a ce titre, les mecs? Ouais, 16e, c'est vendu, 16e. C'est bien. 16e, donc on se retrouve avec la naissance du démon entre Superman Luthor 15e et Secret Wars de 1984 17e. On revient sur la liste Marvel. Oui, puisqu'on croise deux listes depuis le début de ce podcast. Alors, dans la liste les crossovers Marvel inutiles, on nous propose Axis de Remender, Kubert et Dodson, entre autres. J'ai déjà fait une vidéo dessus, moi j'ai bien aimé Axis. Le principe c'est les Vengeurs qui se battent contre Crâne Rouge qui a fusionné avec Onslaught. Et la Sorcière Rouge lance un pouvoir pour rendre le Crâne Rouge gentil. Bien évidemment le pouvoir, le lancement de pouvoir foire complètement. Ça touche tout le monde, il y a des gentils qui deviennent méchants, des méchants qui deviennent gentils. Je regrette que ça n'a pas été fait dans les années 80 parce qu'ils auraient fait quelque chose d'énorme sur le long terme. Là, ça dure quelques mois. Mais c'était une bonne surprise et j'ai bien aimé la façon dont se comportent les héros quand ils sont transformés en méchants parce qu'ils continuent de se battre pour les gens, mais pas avec les mêmes objectifs. Et non, j'ai trouvé ça bien vu. Et puis les relations entre eux qui commencent à éclater quand ils commencent à s'attaquer à ceux qui n'ont pas été touchés. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Avec le côté donc des héros qui deviennent des méchants. Oui. Bah, ça a eu une importance sur Deadpool, par exemple. Sur Iron Man. Ah ouais, Iron Man, pendant quelques mois, il a un petit peu pété les plombs et il s'est attaqué à Daredevil. Bon, là, on va parler que de la série principale, hein, mais moi, je trouvais que c'était un bon crossover entre X-Men, Vengeurs et compagnie. C'est un événement qui est contenu ou c'est un événement qui est diffus et qui dure sur une certaine période? Ce que je veux dire, c'est la série, par exemple, Superior Iron Man, dans lequel c'est un salopard. Elle découle de ce crossover-là? Ouais, ça vient de là et ça a duré quoi, 3-4 mois, je crois. Peut-être 6 mois grand max. Il y a un TP sur Superior Iron Man, donc ouais, ça dure 8 mois, ouais. Bah, ça vient de là. Eh bien moi je n'ai pas lu cet événement, puisque c'est sorti au moment où j'étais fâché contre Marvel et j'avais plus envie de lire ce qu'ils faisaient. J'avais l'impression qu'on se foutait un peu de moi à ce moment-là, avec les reboots, avec les all new, avec les relaunchs, avec les crossovers inutiles, avec les Avengers que je venais de lâcher, avec tout ça. J'avais vraiment plus du tout envie de mettre le nez dans Marvel à ce moment-là, et donc je suis passé complètement à côté de ce crossover. À vous de me donner envie d'acheter le TP en fait maintenant. Et moi, c'est comme toi, Matt, j'étais fâché contre Marvel à l'époque aussi, mais je l'ai lu, parce que je continue à lire même en étant fâché. Et Axis, c'est un problème pour moi, parce que l'idée est bonne, hein. La réalisation n'est pas mauvaise, mais Ça marche pas. ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas. Il y a l'utilisation d'une idée qui pouvait être intéressante, mais qui débouche sur rien, comme d'habitude. Comme tu dis, Iron Man, ça a duré 8 mois, et puis on est passé à autre chose, le statu quo est revenu. Non, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait les fils dès le départ. Dès le départ, on savait comment ça allait se terminer. Et voilà, c'est ça qui m'a gêné. Depuis tout à l'heure, vous dites qu'il y a une bonne idée. Enfin, je peux pas faire mon mec blasé, mais une histoire dans laquelle on me dit les gentils deviennent méchants et les méchants deviennent gentils. Enfin, j'ai l'impression d'entendre un truc que me raconte mon fils et il a 4 ans, quoi. Donc, c'est un peu la fête à neuneux comme postulat, non? Si t'es blasé là t'es blasé en disant ça. Hein. Vous aimez pas les comics en fait, hein, c'est pas bien de dire ça. Non, c'est que pour une fois, Remender, c'était le bon mec à mettre sur ce projet parce que je trouve qu'il fait des personnages très caricaturaux. Et justement, là, les héros en devenant méchants étaient assez caricaturaux, donc c'était une bonne idée de le mettre là. Non, c'était bien écrit, et puis je te dis, les relations entre les personnages sont... À un moment, ils s'attaquent à Jarvis, tu vois, tu te dis jusqu'où ils vont aller, quoi. Non, Ouais. c'était bien vu. On va prendre la peine d'interroger Mister Yonda sur son avis sur cette publication à Marvel Comics. Monsieur Yanda a quitté ce podcast. Alors, tu le classerais combien? Alors malheureusement, on n'a que du bon dans le classement, donc il va être dans les 30, 40, dans ces eaux-là. House of M est largement au-dessus pour moi. Ouais, je suis d'accord. Donc House of M est 37e du classement pour l'instant, suivi en 38e position de Batwoman et Ligi,
39e position du Flash New 52, 40e position Green Arrow New 52, 41e position Superman Identité Secrète. Vous me dites quand j'arrête de descendre. Et bien si on le mettait 38e. 38e, donc il serait entre House of M et Batwoman et Ligi. D'accord. Allez, vendu. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites baisser dans le top Batwoman et Ligi, il y a notre copine Kachu de The Lesbian Geek, du blog The Lesbian Geek, qui met des petites épines dans une poupée à votre effigie. Vous êtes au courant de ça? Il n'y a pas de... Fallait le mettre plus haut, les gars. Moi, je l'avais pas lu. C'est de votre faute. Mais en fait, il était haut et puis après, on a mis des trucs au-dessus. Parce Il a qu'on été est- haut, hein, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il a Ouais. été haut. Après, vous avez mis plein de trucs par-dessus. Mais... Au début, on s'est dit, ouais, on va faire les mecs modernes, on va bien classer une série avec une héroïne qui en plus est homosexuelle, tout ça. Voilà, ça fait... Puis après, on est redevenus des vieux machos pourris, on a foutu des crossovers Marvel là-haut et voilà, on était bien. Allez, on revient sur la liste d'essais du Mancunien avec... Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Sinestro. Oh, ça fait une semaine que j'ai envie de la faire, celle-là. Alors, c'est un titre de 2008, c'est Sinestro Corpse War, de Geoff Johns et Ivan Reis. Et le Mancunien nous dit: étant un immense fan du personnage de Sinestro, je ne pouvais pas ne pas citer ce comics. Mais en fait, il résume assez bien son avis par rapport au titre. C'est-à-dire que si tu es fan de Sinestro, tu ne peux que aimer cette histoire. Après, c'est un très mauvais arc pour commencer à lire du Green Lantern, parce que tu arrives en plein milieu d'un fatras entre notamment principalement le Yellow Corps et le corps des Green Lantern. Mais c'est une bonne histoire, mais j'en garde pas un souvenir de dingue. Graphiquement, Ivan Reis est toujours impeccable. Par contre, tu as déjà utilisé cet argument plusieurs fois, donc il faudrait... Ouais, mais le truc, c'est que Ivan Reis, si tu veux, je réfléchis, mais il y a très peu... J'ai pas de titre en tête ou de travail qu'il ait fait en tête où c'était pas terrible, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je considère un peu comme acquis. Au-delà de ça, l'histoire en elle-même, voilà, ouais, c'est une bonne histoire, mais étant pas plus que ça fan de Sinestro, j'en garde pas un souvenir impérissable, si tu veux. Bon, je te rejoins parce que je suis en train de me dire, si c'est sorti dans les Geoff Jones, j'ai dû le lire. Dans la saga Geoff Jones, dans les Geoff Jones présente Green Lantern sorti chez Urban Comics, j'ai dû le lire, j'en ai aucun souvenir. Je l'ai peut-être lu, ça ne m'a pas marqué, je préfère m'abstenir et voter blanc. De toute façon, si j'avais des arguments pour, ce serait probablement le dessin d'Ivan Reis, puisqu'on est assez d'accord là-dessus. Et si j'avais des arguments contre, ce serait encore mes arguments contre Geoff Jones sur les Green Lantern. Donc il suffit de revenir 15 minutes en arrière et de réécouter ce qu'on disait sur Blackest Night pour savoir à peu près ce que je risque d'avoir à dire sur ce titre. Je me souviens l'avoir lu, je me souviens plus du tout, c'est une vieille lecture, mais je me souviens quand le lisant... Attendez, me disait, on va faire un break. Le mec dit Sinestro War, c'est une vieille lecture, et il a dédié une chaîne YouTube entière aux Vengeurs de la Côte Ouest. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve qu'il y a un paradoxe là-dedans? Disons qu'il y a des trucs que je relis et pas ça. Et en tout cas, je me souviens que quand je l'ai lu, je me disais Marvel est largement supérieur à DC, sauf pour l'univers cosmique. Ce qu'a fait Geoff Jones avec les Green Lantern et notamment Sinestro et toutes les autres lanternes, c'est largement supérieur à tout l'univers cosmique de Marvel. Et je me souviens que c'était en licence bouquin que j'ai pensé ça. Je me souviens plus ce qui se passe exactement, les enjeux et compagnie, mais je sais que ça fait partie des bouquins qui m'ont fait penser que, ouais, effectivement, Geoff Jones savait où est-ce qu'il allait et que l'univers cosmique était assez bien agencé avec lui aux commandes. Ouais. Il y en a, il s'est juste demandé ce qu'il allait bouffer le soir même. Non mais ouais, c'est vraiment, oui, c'est une histoire qui est cool, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Après, le Green Lantern cosmique, j'aime bien sans être ultra fan. Donc, vous devriez voir la gestuelle de Matt qui vient d'approuver ce message. Je pense qu'il l'a enregistré pour me le ressortir un jour. Donc tiens, tu m'as dit que tu n'aimais pas. J'ai double poussé cette parole. Ah ouais, t'es pas très Green Lantern donc. Ça dépend. Ça dépend. Quand il est avec Batman, ça va. Quand il est avec Nightwing. Non, mais un titre comme... alors, j'ai adoré la période Hal Jordan Spectre. Et du coup, l'apothéose de ça, le Green Lantern Rebirth, est génial. Ça, c'est... Pour moi, le Green Lantern Rebirth est une excellente histoire de
de Green Lantern. Et vous noterez l'appui sur le excellente. Mais après, voilà, Sinestro War... Bon, moi je vous laisse faire parce que j'ai pas lu Force Jaune, donc voilà. Bon, Yanda, tu le mets où? Je te suis, peu importe. Je te dis, c'est une vieille lecture, donc... On serait 49e, sous Supergirl. Pardon, excusez-moi. Juste avant Supergirl. Alors, Supergirl est 50e pour moi. 49e, c'est All New Thor pour l'instant. Et 50e, Supergirl New 52. Mettons Sinestro entre All New Thor et Supergirl, il sera content. Et donc, on vient de finir les listes du Mancunien, donc merci pour sa liste. Et on va finir la liste de Benipi. Non, mais vraiment, merci pour ta liste, parce que si vous n'envoyez pas de liste, on peut pas faire l'émission. Donc, merci pour les listes. On a dit que c'était une émission qui avait une date de péremption, et que ce serait un top 100, et qu'au bout de 100, on arrête. On l'a dit aux gens, ça, ou pas du tout? Non? Non, ce sera la surprise. Ah oui, Quand ils attendront la prochaine émission et qu'elle ne viendra jamais. d'accord. Et qu'elle sera rebootée. All New, All Different podcast. Les derniers titres Marvel de Benipi, c'est Black Vortex de Humphries et McGuinness, entre autres. C'est un truc récent. Je vois la tête de Matt qui l'a certainement pas lu. Je n'ai même jamais entendu ce titre. C'est un titre complètement dispensable, mais qui n'est pas mauvais pour autant. En gros, c'est... Alors, il y a qui dedans? Il y a les Gardiens de la Galaxie, il doit y avoir les X-Men, Black il Vortex. doit y avoir d'autres héros, il y a Nova. Et en fait, ils doivent protéger une espèce d'arme magico-cosmique. Et il y a un moment ou un autre où ils se disent, pour vaincre le méchant, si on se servait de l'arme. Et c'est là tout l'enjeu. Il y en a qui disent non, surtout pas, ça corrompt les gens. Il y en a qui disent, si on n'a pas le choix, sinon il va nous foutre une pâtée. Mais c'était, comme d'habitude, c'est le genre de saga moi, que j'aime bien, où tu as les héros qui sont en fuite et ils sont poursuivis par les méchants et ils savent pas comment s'en tirer. Il y a un épisode de Nova qui est pas mal là-dessus, où vraiment il est tout seul, isolé, et il commence à faire dans son froc, et moi j'aime bien ça. Bon, 2015, du coup, je vois que c'est sorti en 2015 en France. C'est encore une fois la période où j'étais un peu fâché contre Marvel et où j'ai fait complètement l'impasse sur ce truc, puisque j'avais même jamais entendu le titre Black Vortex. Il faut que je fasse une recherche Google pour me documenter là-dessus, en fait. Je vois qu'il y a Star-Lord et Kitty Pryde, dont j'ai vite fait entendu parler. Il y a le Venom dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie, dont j'ai vite fait entendu parler. Je suis passé complètement à côté de cet événement. C'est pas du grand Marvel, hein, mais ça se lit. Moi j'ai dû lire ça en kiosque, mais j'en ai aucun souvenir. Et pourtant, il y a des Sorrentino et tout là-dedans. Bah écoute, Philou, à toi de jouer, hein, puisque tu es le seul finalement à avoir parcouru ces pages, j'imagine. Ouais, je suis en train de regarder, et je pense que, tu vois, je compare avec une autre saga Marvel, je pense que c'est un petit peu en dessous de Dark Avengers, c'est-à-dire je le mettrais bien 47ème. Juste avant Earth 2, quoi. Juste, Donc, je l'avais pas vu. Ah ouais, bah oui, bah écoute. Ah ouais, tiens. Ah bah comme par hasard, tiens. Eh bien, merci Benipi Comics, et on se refait un petit mélange DC Marvel. Allez. Allez, avec la liste de Dibeta Jérémy, sa liste s'appelle les crossovers de Batman, et la liste de The Chef, et sa liste s'appelle quasiment 40 balais de comics, et je sais que Yanda ne les a pas lus. J'adore ce long liste. Excellent. Allez, le premier, 1995, Batman et Judge Dredd, La Grande Énigme, de Alan Grant et Carl Critchlow. Yeah. 1995, je n'ai pas lu, je ne connais pas, je vous laisse faire, j'espère que vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu, ce truc-là, La Grande Énigme. Je l'ai lu quand c'est sorti. Je suis en train de chercher pendant que je vous parle l'année de sortie en France, parce que je n'en ai aucun souvenir. Alors, c'est sorti en 96 chez Édition USA, dans un format franco-belge. Ça fait partie des trucs que j'ai acheté pour les dessins. Évidemment, La Grande Énigme. Il n'y a pas beaucoup de spoilers si je vous dis qu'il y a le Riddler qui est dans le coin. Hein. Je me souviens pas du tout de ce truc-là. Et j'aurais pu le consulter là, faire une pause, couper, tricher, et consulter le truc pendant le podcast, mais je suis en plein déménagement et il doit être quelque part dans un carton. Donc voilà, c'était bien, achetez-le. Alors pour prolonger ton propos avant qu'Ayanda en parle, j'ai croisé cet album dans une médiathèque, je l'ai feuilleté, je l'ai reposé, et je ne l'ai pas pris, je n'ai pas lu. Voilà, un a priori assez négatif sur ce crossover, enfin cette rencontre un peu improbable entre Batman et Judge Dredd. Mais graphiquement c'était cool, il y avait un côté un peu peinture vénère, comme il y avait un peu dans les années 90. C'est de la vraie peinture, mais c'est un peu plus dynamique par exemple, et un peu plus bodybuilder que du Alex Ross, que j'aime beaucoup au-delà de ça.
Un peu à la Bisley, non? Un truc comme ça? Ouais, un peu dans cet esprit-là, ouais. Mais moins trash pour le coup. Mhm. Et moi, eh ben, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc je ne m'en souviens absolument pas, bizarrement. Mais je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je suis... alors déjà, il y a plein de crossovers Batman que je n'ai pas lu, effectivement. Mais en plus de ça, je suis pas hyper fan de Judge Dredd. Voilà, c'est l'instant confession. Ouais, pas plus que ça. Donc je pense, si tu veux, que même si je vois ça dans un rayon, c'est pas typique, pas du tout le genre de truc vers lequel je vais aller me dire, oh tiens, un crossover, c'est improbable, voyons voir. Non, Judge Dredd, ça ne m'interpelle pas du tout. Tu feuillettes même pas. Si j'ai le temps, si jamais je suis avec mes gosses, je passe dans le rayon et je dis, oh ouais, bah oui, alors allons voir. Et puis on continue, quoi. Mais ouais, non, donc du coup, je ne l'ai pas lu. Bon, ce que je propose, c'est que puisque personne l'a lu, eh bien, on va faire notre premier titre non classé dans le top. Le premier titre dont on aura parlé sans pouvoir le classer, parce qu'on va pas non plus faire n'importe quoi. Pendant qu'on papote, je regarde un peu sur internet et ce qui ressort, c'est que graphiquement c'est assez joli, mais que le scénario est assez navrant. Ce qui est souvent le cas avec ce type de crossover, hein. C'est assez souvent des crossovers fanservice où le scénario va tenir sur un quart de post-it et où graphiquement tu peux avoir des trucs sympas, mais généralement c'est pas... Ce qui est marrant, c'est que c'était un peu le fond de commerce de Alan Grant à l'époque, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui a fait aussi Lobo the Mask ou ce genre de crossover un peu improbable. Et il était, dans mes souvenirs, alors je peux me tromper, hein, mais dans mes souvenirs, le nom de ce mec est souvent associé à des crossovers improbables. Allez, on le vire celui-là. Désolé Batman, désolé mon petit juge Dredd. Allez, on revient sur la liste de The Chef Marvel, donc, avec la saga X-Force de 2014 de Rick Remender et Jérôme Oppena. Et il nous dit, c'est beau, fabuleusement écrit et dessiné, complexe, sombre, génial, moderne. Et il a raison, je ne l'ai pas lu. Et je ne suis pas d'accord du tout. Alors les dessins, j'accroche pas, c'est... Tu sais, t'as l'impression que l'ancrage est pas fini. C'est typiquement le truc que j'aime pas. Comme s'il faisait pas le contour des personnages. Non, c'est vraiment pas mon truc. Et au niveau de l'histoire, t'avais d'un côté Wolverine qui était professeur dans une école. Et de l'autre côté, dans X-Force, il passait son temps à tuer des gens, alors que dans l'école, il apprenait aux élèves que c'était le dernier recours, que c'était absolument incohérent. T'avais X-23 qui était encore plus violente que tout le monde. Je crois que dans l'équipe, il y avait Deadpool à ce moment-là. C'est le genre de mec que tu prends pas dans une équipe, t'as trop peur qu'il te tue la nuit, quoi. Enfin bon, non, j'ai vraiment pas accroché. Je crois que j'ai un problème avec Rick Remender de toute façon, donc... C'est là-dedans, il y a Fantomex aussi. Oui, il y a Phantom X. Ouais. Exactement, ouais, le personnage que tu dis, mais qu'est-ce qu'ils prennent ce mec dans une équipe? Il y a Archangel, il y a Psylocke, hein. Et c'est là où on trouve en fait le clone de... Enfin, Evan, le clone de... Ah mince, le mot m'échappe maintenant. D'Apocalypse? Oui, d'Apocalypse. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Phil. C'est vrai que c'est violent, c'est vrai que c'est sombre, c'est très intéressant. Il y a beaucoup... alors, il faut connaître les personnages X-Men, hein. Il faut vraiment... Il reprend beaucoup d'éléments de la continuité X-Men. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On revoit beaucoup de personnages que moi j'ai adoré auparavant. Donc, bien sûr, Apocalypse. Il y a le Roi d'Ombre, enfin le Némésis du professeur Xavier. Il y a, on revoit aussi Captain Brightine. Il y a plein de choses. Alors, moi, j'ai lu ça en kiosque, dans X-Men Universe, je crois. Et j'ai pas tout lu. Je pense que j'ai loupé quelques numéros, mais je crois avoir vu quand même à peu près l'essentiel de tout le run, parce qu'il est resté longtemps, hein, sur ce titre-là. Il y a eu beaucoup de dessinateurs différents, des dessinateurs bons, des dessinateurs mauvais, et puis, mais l'essentiel était quand même assez intéressant au point de vue donc de la cohérence des personnages, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'il creusait un petit peu les personnages là où on n'allait jamais, c'est-à-dire qu'on a un Deadpool beaucoup plus mature, un Deadpool qui est un peu moins fun, un Deadpool qui va prendre sous son aile Evan par exemple. On a le duo Archangel et Psylocke qui est très intéressant avec la relation qu'elle développe aussi avec Fantomex. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce run. Je crois que je suis passé complètement à côté de cette saine lecture. Mais la solution Apocalypse, c'est ce genre de truc, c'est cette série-là? Oui, c'est ça, oui, c'est ça, ouais. En fait, le principe est bien parce qu'il se pose la question,
si on pouvait tuer Apocalypse quand il était jeune, est-ce qu'on le ferait? Et bon, ce qui est bien, c'est que Remender, il va jusqu'au bout de la logique, c'est qu'il te donne la réponse à la fin. Et ben moi, je me souviens pas du bouquin, mais je me souviens que je l'ai eu entre les mains, que je l'ai lu et que je l'ai revendu, ce tome-là, La Solution Apocalypse en Deluxe, parce que j'ai trouvé ça chiant à lire. Et j'ai trouvé ça hyper sombre, pas en termes d'histoire, mais graphiquement. Et du coup, j'ai trouvé ça compliqué à lire. Je fais partie de ces mecs qui lisent des comics au lit souvent. Et du coup, avec la petite veilleuse à côté pour pas réveiller maman qui dort, c'est compliqué de parcourir ce bouquin. Enfin, c'est con, hein, c'est hyper pragmatique, mais du coup, après, il a fallu. Je l'ai laissé tomber, je l'ai relu dans la grande table de mon grand salon, car je suis un anti. Mais ouais, il y a quelque chose qui m'a pas permis de rentrer dans ce bouquin. Du coup, je l'ai fini parce que quand tu achètes un Deluxe au prix où c'est, tu le lis. Hein. Et puis, je l'ai revendu parce que je pensais que j'allais pas le relire. Et ça m'ennuie parce que Remender est vraiment un auteur que j'aime bien pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que Uncanny X-Force flirte souvent avec la ligne jaune et ils franchissent la ligne jaune. Et il y a une question de non-retour. À partir du moment où on franchit certains interdits moraux, c'est ce qu'ils font, eh bien, il n'y a plus de retour possible. Et c'est ça qui est très très intéressant, ce qui est développé dans cette histoire. L'évolution d'Archangel, l'évolution de tous les personnages va vers ce truc-là, quoi. Alors peut-être que je l'ai lu à un moment où il fallait pas, peut-être qu'il faut le lire à part, l'acheter en Deluxe et le lire à part, mais pas le lire dans la continuité parce que sinon ça n'a aucun sens. Je suis d'accord, oui. C'est vraiment quelque chose entre parenthèses. Là, c'est vraiment, ils se confrontent à leurs propres démons, à leurs propres limites et morales, et ça va très très loin. Hein. J'essaierai de le relire, mais dans le doute, je vais le placer en bas du classement. Où est-ce que tu le mets, toi? Moi, je le mettrais au milieu. Hein. Oh non, attends, il n'y a que du bon. Jusqu'à la 40e place, il n'y a que du bon. Je vois 47e Earth 2. C'est au-dessus d'Earth 2. C'est à moi que tu poses la question, là. Oui. Est-ce que c'est au-dessus de Asgard Saga, 32e du top? Oh non, 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 arrêtez. non. Ah, ouf. Ah non, d'accord. Non. Est-ce que c'est au-dessus de House of M, 37e du top? Non. Voilà, Non. très bien. Identité secrète, c'était génial. Ah, très bien. Donc ça descend. Par rapport au Shazam New 52, par rapport au Astonishing... Catwoman, c'était énorme, la règle du jeu. Pardon, Catwoman, c'est pas bien. Donc on est à Superman Identité Secrète, vous êtes 42e du top, vous êtes au-dessus, en dessous pour les X-Force de Remender. Attends, il y a aussi 44e Astonishing X-Men. Mince, quoi, c'était bien. Ouais, effectivement. Ah. Donc ça descend. Nous avons un homme qui n'aime pas dire du mal, hein, qui ne pourra pas trancher. Au-dessus de Gwenpool, allez. Entre Astonishing X-Men et Gwenpool. Donc 45e. 45e du ouais. top. Allez, ça marche, parce qu'il faut que je le relise. Et ben, on va revenir sur du DC avec la liste de 10 bêta Jérémy, les crossovers de Batman, un titre de 1991, Batman vs Dracula. Et il précise l'ensemble de l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 300 numéros? Je comprends pas. Alors, il y a 3 TP en fait là-dessus. Il y a 3 mini-séries. Puisque le premier Batman versus Dracula voit l'opposition entre le personnage de Batman et le personnage de Dracula. Et en fait, mini spoiler, Batman va être vampirisé. Et va vraiment être un vampire. À la fin du tome, Batman est vampirisé. Donc c'est un Elseworld. Hein. Et du coup, il y a 2 histoires qui se déroulent après ce truc-là, qui vont raconter des aventures d'un Batman devenu buveur de sang. Et c'est dessiné, alors le nom du dessinateur m'échappe. Kelly Jones? Exact, c'est ça. Et qui avait un style sur Batman complètement outrancier, qui colle parfaitement à tout ça. Il faisait à ce moment-là, Batman a des oreilles qui doivent faire 70 cm sur son casque. Ça, il peut pas passer les portes. Il est hyper trapu, il a des bras énormes, mais en même temps, il est bossu. Il y a tout un aspect très gothique, en fait, dans le dessin de Jones, et qui colle pour le coup parfaitement à ce truc là. Et alors je déteste ce bouquin, mais j'adore le contenu. Je déteste le bouquin parce qu'en fait c'est sorti chez Panini, les 3 arcs sont sortis dans des tomes séparés, et du coup j'ai acheté le premier, je l'ai lu, puis quand j'ai compris que c'était un Elseworld, je dis bon moi je vais pas le garder, je l'ai revendu, je fais souvent ça. Et du coup, quand après il y a eu le 2 et le 3 qui sont sortis, j'ai dit oh bah c'est cool, il y a une suite, j'ai acheté le 2 et le 3, j'ai dit je vais racheter le 1, et là,
ça fait partie de ces trucs qui ne sont pas réédités et donc qui cotent. Et donc, à un moment, j'ai fini par me décider à le racheter et j'ai fait une bonne affaire en l'achetant genre 70 €, quoi. Et Faut vraiment que ce soit bien. quelques mois plus tard, j'ai eu la chance de découvrir que Urban proposait une intégrale de ce document qui réunissait les 3 histoires pour une somme plutôt modique. Hein. Et du coup, en plus j'ai pris du retard, je l'ai pas relu, et du coup finalement j'ai jamais lu la saga en entier, et je regarde ces bouquins de travers en disant ah ouais, tu m'as coûté du blé toi, salopard. Et voilà, et j'ai une appréhension, c'était ma petite histoire avec cette BD. Donc pour le coup j'ai lu que le premier tiers, j'ai lu que la première saga, Batman contre Dracula, et pas les 2 suites. Ça va s'appeler Pluie de sang, et puis je sais plus quoi les suites. Et non, c'est cool parce que le Batman graphiquement était très gothique à ce moment-là et ça colle, très sombre et très gothique, et donc ça colle avec l'ambiance que tu pourrais avoir dans une BD Dracula. Je me souviens pas hyper bien de l'histoire, mais j'ai plutôt un a priori positif de mémoire là-dessus. Et il faudrait que je lise la suite un jour où j'aurai le courage d'affronter mes démons. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce dessinateur. Il avait fait du Alien aussi à un moment, dans ces années-là, qui était formidable. Donc pour moi, ça tient au dessinateur là pour le coup. Moi, je ne l'ai pas lu. Tu ne l'as pas lu? Non, je ne l'ai pas lu. Et effectivement, je vois que c'est sorti chez Urban. Du coup, ça me fera une occasion de ne pas dépenser 70 €. Mais, 70 € pour un tiers du bouquin, lapin. pour un tiers, d'accord. Ouais. Donc plus de 70 € à ce moment-là. Mais c'est assez différent du coup de ce qu'a pu faire, même s'il n'y a pas le personnage de Dracula, mais ce qu'a pu faire Mignola avec La Malédiction qui s'abattit sur Gotham, que j'ai pas du tout aimé au tel point que je l'ai pas fini. Ah, ça n'a rien à voir, du coup, c'est du Elseworld. C'est graphiquement, si vous êtes des vieux lecteurs, vous avez peut-être vécu ce moment où Strange a arrêté de publier des titres Marvel et a commencé à publier des titres DC. Et les épisodes de Batman qui étaient publiés à cette époque-là étaient dessinés par le même dessinateur. Ça peut vous donner une idée, si vous êtes vieux, de ce que vous trouverez dans ce crossover. Mais oui, c'est du Elseworld complet, voilà, qui joue à fond la carte sombre, gothique et vampirique de notre justicier de Gotham préféré. Graphiquement, ça tape. Graphiquement, effectivement, c'est très très beau. Après, le scénario, franchement, alors moi j'ai lu effectivement comme toi que plus de 100. Toujours à médiathèque. Je suis quelqu'un d'assez pauvre et donc je lis beaucoup de comics à médiathèque. Enfin, c'était à l'époque, donc c'est sorti dans les années 90, je crois. Et alors, graphiquement, c'est très très beau, effectivement. Par contre, Batman avec des ailes de chauve-souris. Eh bien non, c'est pas pour moi. Là, franchement, les oreilles et tout, non, on me perd. Il y a un moment où effectivement, j'arrive pas. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. Batou avec des ailes de chauve-souris et qui joue au vampire, non, pas pour moi. Mais j'ai un problème avec les crossovers entre Batman, Dracula, Batman avec les Tortues Ninja, Batman avec Little Pony. Enfin voilà, j'ai vraiment un problème avec les rencontres improbables, quoi. Dracula, c'est un univers pour moi bien particulier. J'aime pas ce mélange des genres, je n'aime pas trop. C'est dommage parce que c'est pratique pour un éditeur, c'est un personnage qui est dans le domaine public maintenant, donc on peut faire des crossovers pas chers, quoi. Ouais, exact. Et visiblement, Phil ne l'a donc pas lu, donc ça va être à nous de le classer, mon petit pépère. Oh là, dans les 50, hein. Alors dans les 50, on est au niveau de Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Tu mettrais après Earth 2. Ah oui. Alors moi, je serais entre Shazam, 44e, entre Shazam et Astonishing X-Men. All New Thor, j'ai bien aimé quand même. En fait, All New Thor, ce qui est ouf, c'est que ça joue avec plein de concepts hyper intéressants. Mais à lire, c'est pas intéressant, quoi. Batman Dracula, c'est joli, mais à lire, c'est pas intéressant non plus. Là, il y a Matt qui veut rentabiliser ses 70 €, tu vois. Ouais, c'est ça. Attends, je vais avoir l'impression d'avoir acheté un truc sympa. Allez, 49e. 49e, on serait entre Black Vortex, donc on vient de placer, et la saga Earth 2, la préférée de Philou. Donc, quand il y a bagarre, il y a moyenne. Moi, je suis 49e, toi, t'es 44e.
Donc, Non, si je de... C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais Parce c'est ça. que... Les places sont bonnes, mais c'est l'inverse. Toi, Matt, t'es 44. 4 et lui est 49. Pistolet est 49. Donc, je suis 49e et tu es 44e. C'est-à-dire que si je fais un pas vers toi et que je deviens 45e, tu deviens 48e. Du coup, je fais un pas vers toi, je deviens 46e, tu deviens 47e. Et bien du coup, on se retrouve avec un titre qui est placé entre Gwenpool et les Dark Avengers, donc qui est donc 47e Ok. de notre nouveau classement avec le triple crossover du coup Batman Dracula. Du coup que je vous encourage à lire pour pas cher en médiathèque ou en recueil, hein, et ne jouez pas le jeu des spéculateurs comme j'ai pu le faire parce que voilà, on se fait avoir, ce n'est pas bien. Et on encourage, c'est méchant. Si vous voulez voir Batman avec des oreilles poilues et des ailes de chauve-souris, allez-y. Allez, on revient sur la liste de The Chef et donc du Marvel avec une saga de 2006, Annihilation de Dan Abnett et Andy Lanning. Il nous dit ils vont construire une fresque galactique sur plusieurs années incroyables de souffle épique, de cohérence et d'inventivité. Je vais dire du mal. Vous savez que je vais dire du mal. Alors le souci c'est que moi j'ai essayé de la lire 50 fois et je trouve que c'est un bazar sans nom. Ce n'est pas intéressant. J'ai vraiment pas aimé Annihilation et je comprends pas qu'elle ait autant de succès auprès des fans de Marvel parce que c'est vraiment un énorme bazar cette saga. Phil, les mecs comme moi, on a un problème, c'est qu'on a lu des crossovers cosmiques Marvel à l'époque du Gant de l'Infini, à l'époque de la guerre du pouvoir et de ce genre de trucs, et qui étaient des choses dans lesquelles il y avait beaucoup de personnages et dans lesquelles il y avait des enjeux, et on n'était pas obligé de dropper des trucs un peu artificiels comme il y a typiquement dans Annihilation. Et ça joue en plus avec des sortes de... On va nous remettre Adam Warlock parce que c'est du cosmique, mais c'est une version un peu pourrie d'Adam Warlock, on dirait un cosplayer pas cher... dans un salon, dans un blédou pourri. Et je suis un peu comme toi, j'écoutais... c'est ressorti au moment des Gardiens de la Galaxie, si je dis pas de bêtises. Et j'écoutais, au moment où les Gardiens de la Galaxie étaient en production, j'écoutais beaucoup, encore une fois, les podcasts de Comics Blog, et qui étaient assez à fond sur Annihilation et Annihilation Conquest. Et donc je les ai achetés, et c'est l'inconnu, quoi. Pourquoi c'est bien ? En plus, quand ça commence, on t'explique que la vague d'annihilation est en train de détruire l'univers. Mais nulle part, tu as une astérix qui va te dire qui est Annihilation, c'est quoi la vague d'annihilation. Ah ouais, d'accord, c'était des créatures mécaniques qui sont en train de manger des planètes. Ok, machin. Comment ça a commencé, d'où ça vient, tout ça. Enfin, mets-moi une page d'intro, mets-moi une bulle de pensée dans laquelle le mec te résume le truc, quoi. T'arrives au milieu de mecs que tu connais pas, qui sont en train de se bagarrer. Il y a des versions ratées de personnages qu'on connaissait dans les années 90 qui sont là, et qu'est-ce qu'ils foutent là ? Et puis les gens ils se bagarrent, et à la fin ça devrait être fini, et c'est pas fini, et ça débouche sur une autre saga qui portera le même nom. Enfin, c'est... La parole est à la défense. Ah merde. Donc c'est-à-dire moi. Ah, t'as aimé? Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, on parle bien du run qui voit la destruction du Nova Corps. Oui, c'est ça. Ah, c'était laid en plus, putain, c'est d'une laideur sans nom. Ah. C'est bien le crossover où on a Nova qui est dépositaire de tout le savoir du Nova Corps. C'est le début effectivement des grands crossovers cosmiques de l'univers Marvel, du renouveau des crossovers cosmiques. Est-ce que quand tu dis grand, tu parles de la qualité de l'œuvre ou tu parles du nombre de personnages qui sont mis à l'intérieur? Non, vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié cette histoire, essentiellement tournée vers le Nova Corps. Alors moi je l'ai lu en kiosque, je ne sais pas ce que ça donne en librairie. Effectivement, il me semble qu'il vous manque des bouts. Il vous manque des bouts d'histoire. Parce qu'en kiosque, effectivement, on a eu quelque chose de très très complet, suivant les différentes séries. Et on est allé jusqu'au bout du truc, effectivement, où on avait une destruction annoncée de toute la galaxie, qui a avorté, mais dans la douleur, avec vraiment donc des choses très importantes qui se sont passées. La destruction du Nova Corps, donc on a eu Nova qui était seul dépositaire du tout le savoir du Nova Corps. Et c'était très intéressant, ça, il me semble. Après, les dessins étaient fabuleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des dessins. Mais il y a eu tellement de séries annexes à côté de ça que moi j'ai surtout souvenir des séries d'à côté où il ne se passait rien. Il y avait des personnages qui fouillaient des lieux, ce genre de trucs. Et j'avais l'impression qu'ils avaient mis les dessinateurs secondaires dessus. C'est l'histoire d'une fuite. Les gens fuient devant l'annihilation. Les planètes meurent, tout le monde fuit. Ils sont vraiment en panique. Ils ne savent pas comment combattre ça. Et donc, effectivement, ça va de planète en planète où on constitue ou on reconstitue une équipe pour pouvoir essayer d'affronter ce terrible
cette terrible vague. Bon, de toute façon, on pourra pas convaincre les gens de le lire parce que je suis en train de regarder les tarifs de ces volumes aujourd'hui sur le marché de l'échange. Le tome 1 d'Annihilation, c'est 67 balles. Le tome 2, c'est autour de 90. Donc personne n'a les moyens de s'acheter Vous pouvez les une trouver en saga kiosque. incomplète en à kiosque. 150 balles. Ouais, il faut le prendre en kiosque chez les bouquinistes, c'est sûr. Et pas en torrent, c'est pas bien. Ouh là là, le piratage nuit à la création. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Bon, où est-ce que vous me mettez ça les lapins? Parce que j'ai pas envie qu'on passe 3 plombes sur ce sujet. On va appeler ça un sujet. Dans le top 20. Non, tu rigoles. Non, c'est pour juste dire que c'est quand même important puisque ça a relancé un petit peu tout ce qui est cosmique chez Marvel. Ça a découlé, on a eu le début donc des Gardiens de la Galaxie, suite à ça, le retour de Thanos, plein de choses ont débouché à partir d'Annihilation. Mais attends, tu peux avoir des choses importantes qui sont ratées. Hein. Je suis C'est pas d'accord. parce que c'est important et que ça a des conséquences que c'est une lecture agréable. Alors, tu le mets où? Tu le mets où toi? Le piège. Allez, je vais le mettre 54e. Donc 54e, il se retrouve entre le Sinestro Corps Poire et les débuts de Supergirl dans l'ère New 52. Allez, parce que je suis très 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 gentil. Ah, tu es d'accord? Je le mettrai 44e. Ah, d'accord. Et 44e, il serait entre Shazam, New 52 et Astonishing X-Men. Eh ben, on fait moite-moite. Et bah du coup, si on fait moite-moite, on est 50e, du coup, entre Black Vortex 49e et Ah bah, Earth 2 qui devient 51e. j'ai pas fait exprès. Si on peut faire baisser Earth 2, de toute façon, Phil est d'accord. Allez, on revient sur du DC avec Batman vs Alien de Ron Mars et Bernie Wrightson. Alors, puisque Mister Yonda a pu nous parler de tout l'amour qu'il avait pour les crossovers Batman, vous ne le voyez pas se prendre la tête entre les mains. Je pense que il essaie de s'étrangler visiblement avec le casque de son micro. Eh, mais la liste s'appelait les crossovers de Batman. Qu'est-ce que tu veux que je te sorte? Je me suis pendu. Le mec a entendu les crossovers Batman, il était chaud comme la braise. Et là, il a entendu Dracula, Judge Dredd, Alien, il en peut plus quoi. Allez, merci, bonsoir. Non, j'ai pas lu Batman Alien. Pas mieux. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je me moque des comics. Et j'imagine que je suis avec mes potes et que je me moque des comics. En fait, c'est vraiment arrivé, ce genre de truc. Et notamment avec Batman vs Alien. On était avec des potes, on lisait ça et on était mort de rire. C'était ridicule. Batman qui tenait tête aux aliens, c'était n'importe quoi. On était éclatés et c'est des bons souvenirs. C'est un très mauvais comic. Enfin, très mauvais. Faut vraiment le prendre au 50e degré. Mais voilà, c'est typiquement les origines des rétro-comics, on va dire, parce que c'est le truc risible, mais vraiment. En fait, c'est un nanar en comics, Batman vs Alien. Mais c'est vraiment ça. Les mecs se prennent au sérieux, et c'est vraiment très premier degré, ce qui fait que quand tu le lis, t'es mort de rire. Et pourtant, ce volume vous coûtera la modique somme de 74 € sur le marché de l'occasion. Ça fait cher le rire, mais ça vaut le coup. C'était l'instant spéculation. Spéculation. Sorti chez Soleil, du coup, c'est un Batman sorti chez Soleil, ce qui. Ultra collector. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah bah, il y en a déjà plus pour tout le monde, visiblement. Ah ben, Vu le prix. Je sais pas si je l'ai lu. Je vais dire non dans le doute parce que j'ai peur de dire une bêtise. Puis si je dis oui, je saurais pas quoi dire dessus. Je sais pas si j'ai lu ça. Mais qui l'a pas rencontré, Batman? Est-ce qu'il a pas rencontré Predator aussi? Ah si, c'est ah fait, si, je ouais, pense. ça, Batman Predator, ça me dit quelque chose. Il y a même il y a un Superman Batman Alien Predator. Waouh. Le méga crossover. Ouais, c'est ça. Eh bien, allez, on va pas perdre de temps avec. C'était très très rigolo, j'ai des bons souvenirs, mais on était vraiment mort de rire ce jour-là. Je vais le mettre 65e. 65e, ça veut dire pas dernier. Mais ça veut dire que c'est quand même mieux que Batman la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Ouais, parce que j'ai bien ri. Je te jure, avec les potes, on était éclatés. C'était n'importe quoi. On se disait, mais ça n'a aucun sens. Chers amis fans de Marvel, déchaînez-vous. Batman. Rétrophile vous explique que ce crossover est nul, qu'il l'a fait rire, et que donc il est mieux que Infinity, le Secret Wars de 2015 et le crossover Fear Itself. C'est dingue. Alors, on parle de rétrophile. Vous cherchez rétrophile sur Twitter et sur Facebook, et vous pouvez lui témoigner toute votre amitié, tout votre respect et tous les plans que vous avez pour occuper sa maman, sa douce maman, que nous saluons et que nous apprécions tout particulièrement. Alors avant de m'insulter, achetez-le et lisez-le. Comme vous n'allez jamais l'acheter, je suis tranquille. Achetez-le. Il nous reste un dernier titre de la liste de The Chef, et c'est un titre de 1981, et il nous dit... Est-ce que quelqu'un peut réanimer Mister Yonda, s'il vous plaît? Ah, je suis là, tout va bien. Et il nous dit comment ne pas citer une des œuvres de Chris Claremont sans lequel votre liste ne peut pas être complète. Et pour faire original, je vous laisse le choix entre Days of Future Past ou la saga du Phénix.
Tout y est, cohérence de l'univers, maîtrise du scénario, évolution des personnages, émotion, bagarre, what else. Nous allons perdre notre invité. Ceci est une alerte. Top 1, top 1, top 1. Je dis top 1. Allez, t'es notre invité, tu choisis Days of Future Past ou Saga du Phénix? Saga du Phénix. Saga du Phénix Noir, extraordinaire. C'est vraiment le comics qui m'a fait basculer dans le monde des comics. J'en garde un souvenir très très intense. Les draps s'en souviennent encore. Non, non franchement, il y a tout dans ce comics. Il y a tout. Il y a vraiment l'essence des X-Men qui est là. Et bon, je vais pas vous refaire l'histoire. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Jean Grey, qui devient le Phénix Noir et qui se suicide. Voilà. Qui se suicide sur la face cachée de la Lune. C'est extraordinaire. C'est la première mort très très marquante dans le monde des comic books. C'est quelque chose qui a fait basculer l'histoire du comic book. Je dis bien basculer l'histoire du comic book. Et c'est vraiment un top 1. C'est la première place. Il n'y a pas à discuter. Elle est là. C'est celui-là. Je peux dire que du bien de cette saga, c'est ça le problème. Mais oui, les dessins, Barnes, c'est extraordinaire. Tu vois, il y aurait Chris qui était là, il était là la dernière fois, il nous dirait mais non, c'est un doudou comics, vous avez des bons souvenirs. Mais non, c'est une bonne lecture. Et puis c'est vrai par contre que j'ai des bons souvenirs puisque je l'ai lu à une époque où il n'y avait pas les rééditions et je ne l'avais pas acheté à l'époque. Il a fallu que j'attende quelques années. Et donc pour moi c'était une légende. Tout le monde dans les comics parlait de Jean Grey qui était morte et tout. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le jour où je l'ai lu, où je l'ai trouvé dans une librairie, effectivement c'était une grande saga. C'est ok, les dessins c'est du John Byrne des années 80, donc il y en a certains qui vont dire oh c'est vieux, c'est pas beau. Non, c'est du comics, voilà. C'est du comics intelligent. C'est une parabole sur le pouvoir, sur la corruption du pouvoir. Même avec les plus bonnes intentions du monde, comme pouvait être l'innocence de Jean Grey, lorsqu'on a un pouvoir, il nous consume petit à petit et il nous fait basculer du côté obscur. C'est assez trivial de le dire, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et on ne peut rien faire contre ça. Oh là là, faut que je le relise, là, tu me donnes envie. Pendant que les vieux sont en train de se stimuler par webcam interposée, Parle-moi encore, pistolet à bulle. avant propos, j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer plusieurs fois le problème que j'ai avec le comics vintage et ce fameux comics historique, puisque c'est ce que tu disais, tout le monde parle de cette saga, machin. Saga essentielle s'il en est et tout machin, et si tu ne l'as pas lu, tu te mets à la lire aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 35 ans après. Et la narration est un peu datée, et donc ça fait partie de ces comics que tu vas devoir lire pour ta culture et ton sérieux de blogueur, youtubeur, tout ça, machin, c'est important, il faut que tu l'aies lu, sinon t'es pas un vrai. Pour ta street cred. Les mecs, je suis pas un vrai, hein. Je ne vais pas au bout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais comme tout marche pas, comme la mort. Si vous voyez les yeux de Phil. Tu n'aimes pas les comics, tu as faux. Le mec est révulsé. Mais je suis là pour le pognon. C'est priceless. C'est comme la mort de Gwen Stacy, comme tous ces trucs que j'ai lus parce qu'il fallait les lire et que. Mais je sais pas. Enfin, je ne dis pas c'est de la merde. Et je n'ai pas dit je n'aime pas. Mais ça marche pas sur moi en fait. Il y a un effet de distanciation qui fait que ça marche pas sur moi. Et il faudrait le lire comme tu le lis pour le boulot en fait. Et je j'ai pas envie d'avoir ce rapport-là avec les comics. J'ai envie de continuer à lire des trucs que j'aime et qui me surprennent et à garder un peu cet œil de lecteur. Et j'ai pas envie d'en faire un job, tu vois. Du coup, j'ai un peu de mal à me forcer à lire quelque chose avec lequel j'ai pas d'affinité. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui ne fonctionne pas, c'est la narration uniquement. Ouais, c'est la narration principalement. Les dessins, ils fonctionnent. Ouais, les dessins, ça marche. Réponds. Répondez. La présentation des personnages à chaque épisode, c'est ça, ce genre de choses. Cet aspect pesant des anciens comics. Je trouve que le premier truc qui date un comics aujourd'hui, c'est la bulle de pensée. Dans la narration. La présentation au début de chaque épisode, on vous replace le contexte et tout. Je trouve que souvent ça manque dans les comics actuels qui sont pensés pour être lus en recueil, et donc à la rigueur ça me dérange pas trop. Le truc un peu chipouille, enfin ce qui date de tout un comics, pour moi c'est la bulle de pensée. Mais
Mais je vois que je suis sous le tir croisé, hein. Le feu est très fourni. Je l'ai lu quand c'est sorti dans la collection noire de Hachette, qui a fait cette collection sur les essentiels de Marvel. Voilà, j'ai eu un peu de mal à aller au bout, j'en ai lu une grosse moitié, suffisamment pour pouvoir faire un résumé pour mes petits tweets et mes petites chroniques radio à l'époque. Mais voilà, je ne suis pas allé plus loin et je serais un escroc si je vous disais que je peux placer vraiment ce truc dans le top. Mais et encore une fois, c'est juste moi, mon problème avec les choses vieilles. Je pensais que ça ferait rire quelqu'un, mais Oui, c'est mais bon. Reçu. c'est bon, c'est passé. Voilà, je dis pas que c'est une mauvaise saga, je dis pas que c'est raté, je dis pas que ça mérite une sale place, je dis juste que sur moi, ça ne fonctionne pas. Et que je suis un sale gosse et que j'aime quand ça dit des gros mots et que ça pète et j'aime les Ultimates de Millard pour ça, par exemple. Donc les vieilles choses ne marchent pas sur toi. les vieilles choses ne marchent pas sur moi. J'espère que le message est passé. Voilà. Est-ce qu'Ayanda a parcouru la saga mythique des X-Men? Non, jamais. Absolument pas. Ouais, non, du tout. Un jour, il faudra que tu nous racontes ton enfance parce que tu te comptes que dans notre pays, pendant longtemps, il n'y avait que du Marvel. Ouais, Donc je sais. Ouais. t'allais avoir des heures très très difficiles. Comment vous faisiez les fans de DC? Vous échangiez des polycopiés sous le manteau? Il y avait un truc. Comment ça marchait? C'est un peu ça. On récupérait des dessins qu'on décalquait, puis on faisait nos bulles. C'est nous qui faisions les histoires, en fait. Ah, ça doit être sympa. Bah, c'était génial. C'était génial. Bon, messieurs, Si on le place tous les deux numéro 1, ça veut dire qu'il est numéro 1, c'est bien ça? c'est ça. Ça veut dire fin du game, c'est fini. C'est fini, ouais, c'est plié. Bon, on va passer notre liste alors. Moi, je le verrais bien numéro 1. Ah, moi, il n'y a pas photo. Ouais. Ah, vous êtes numéro 1 tous les deux là? Ah oui, non, mais c'est énorme. Ah, ouais, large. Sérieux? Large. Ah ouais. Ah, franchement, je l'ai pas vu venir. Le petit plan là. Bon, bah, je vous le dépose ici, ça vous dérange pas. Puis, bah, je vais le laisser en fait. Hein, Ah ok, bah moi j'avais écrit le nom en haut du tableur, c'était pour m'en souvenir pour plus tard, mais je pensais pas qu'il fallait appuyer sur sauvegarder. Ok, bah, très bien. X-Men, je l'écris, on rigole pas. Hein. La Non. saga. Ça y est, moi, Ouais, il est déjà dedans là, ça y est. Oh, il est beau là-haut, il est beau. C'est normal, c'est sa place. Eh bien, L'argument de ouf. eh bien, on remercie The Chef pour sa liste Marvel et Dibeta Jérémy pour sa liste DC que Yanda a appréciée. Et que j'ai débattu et défendu avec vigueur. Et je m'en excuse. Allez, on rush une dernière liste, les gars. Je suis pas bien, hein, je vous le dis, je suis pas bien. Je viens de me faire dropper un phénix noir, je suis pas bien. Allez, c'est la liste de Sébastien Guinan. Sa liste s'appelle J'écris de la droite, je dessine de la gauche. J'adore ce titre. On a beaucoup de nouveaux, il y a que des noms que je connaissais pas ce soir ou que j'avais pas remarqué Ouais. sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de nouveaux qui nous proposent des listes, c'est cool, merci. C'est cool. Et le premier titre, c'est Justice League Rebirth de Brian Hitch. Et effectivement, quand je l'ai lu, j'ai pas reconnu Brian Hitch. Putain, c'est cool les nouveaux, mais choisissez des bons titres, quoi. Putain. Oh là là, sur tous les titres Rebirth. Oh mon dieu. En fait, il y a un truc fascinant dans ce bouquin. Moi, je fais partie de ces lecteurs qui ont adoré Brian Hitch quand il est passé sur Stormwatch, sur The Authority et sur Ultimate. Parce qu'il y avait ce côté grand spectacle, il y avait le côté blockbuster, il y avait le côté ça pétait et tout machin. En même temps, c'était hyper détaillé, il y avait quelques plans un peu à la Alan Davis et tout machin. J'étais hyper fan de Brian Hitch. Et là, ce titre-là, il y a... Comment dire ? En fait, ce qui est hyper bizarre, c'est qu'il y a tous les éléments des recettes de comics blockbuster précédentes. Et typiquement dans Justice League, là, il y a trop de trucs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de méta-pouvoir qui est caché dans la Terre, qui quand il va se révéler, va voler les pouvoirs des différents personnages de la Ligue. Et donc, ils vont piquer l'énergie verte, par exemple, des lanternes, ils vont piquer la vitesse de Flash, il y a ces notions-là. Après, les mecs sortent de terre, ils sont puissants ensemble, puis après ils s'assemblent, ça fait des sortes de géants parce qu'ils ont mangé des humains et que du coup ça fait des sortes de... Et puis il y a un Deus Ex Machina et c'est fini. Et c'est-à-dire que ça ne marche pas. Il y a typiquement toutes ces menaces-là pourraient être intéressantes et faire quelque chose de ouf, mais à force de jouer la surenchère, ça ne fonctionne pas. Je pense que la prochaine aventure de la Justice League, pour être encore dans la surenchère, c'est la Terre explose, l'humanité est morte, perdue dans l'espace, il y a les 7 membres de la Justice League et ils doivent reconstituer
l'humanité disparue. C'est pas possible d'aller plus loin en fait. Et spoiler, ils y arrivent, et bah évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait un tome 3. Du coup, je sais pas, il y a plein de trucs pour que ça marche, il y a plein de trucs grand spectacle, il y a plein de trucs qui pourraient être cool, et ça marche pas. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir des épreuves du bouquin en PDF, donc de le lire avant la sortie, pour faire des dossiers sur Rebirth. Je l'ai lu une fois, je l'ai eu entre les mains en physique, en papier, je savais plus si je l'avais lu, enfin, je l'ai relu une fois, je suis paumé, et là j'ai acheté les kiosques Justice League Rebirth, donc j'ai recommencé à le lire cette fois en épisode, et il y a des trucs, il y a T'es des un bon trucs, client, toi. il y a des trucs qui m'ont échappé. J'ai pas dit je les ai achetés, je dis je les ai lus. Hein. Ah, Il y a des et du coup il y a des choses qui m'échappent encore, tu vois. Il y a plein de dans la façon dont c'est fait, je trouve pas ça marquant, et du coup c'est un peu raté quoi. Et puis enfin le prologue, ils se battent contre un cancrelat géant qui est en train de manger New York. Non, le prologue, non. Le prologue, c'est non. Le prologue, c'est pas possible, c'est quoi. non. 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 Le prologue, le seul truc du prologue, c'est la variante cover de Joey Madureira. C'est tout. Voilà. Tout le reste, tu peux le prendre, le mettre dans tes toilettes et t'en servir pour, voilà, pour les grosses commissions, quoi. Le prologue, il y a un cancrelat géant qui est sur New York et qui est en train de manger des immeubles. Et c'est là en fait, ils le font partir parce que comme Aquaman il parle avec les formes de vie aquatiques et que lui c'est un cancrelat aquatique, Aquaman il lui dit de s'en aller, il s'en va. en gros, c'est Après, C'est ça, on est d'accord. ça. Oui, il y a aussi Superman qui intervient, mais bon. après, il y a un truc vraiment, il y a un truc qui moi m'a énervé de toute façon dès ce infamous prologue, c'est que en VF on ne l'a pas lu, on ne l'a pas eu et je pense qu'on ne l'aura pas de toute façon, mais juste avant Rebirth, il faut savoir que Brian Hitch écrivait une mini-série Justice League of America, JLA. Et il faut savoir aussi que cette mini-série a pris du retard. Vous remarquerez que Yanda est en colère là. Ce qui est étonnant quand on connaît Brian Hitch. Cette mini-série a finalement fini par être annulée sans qu'on ait jamais la fin. Et donc on n'aura jamais la fin. Et en fait, ce qui moi m'a rendu fou, c'est que dans le prologue, Brian Hitch fait référence à des éléments de cette mini-série qui n'apparaissent pas dans la mini-série, qui sont dans les trucs qui ne sont jamais sortis et qui ne sortiront jamais. Donc le mec fait référence à des trucs qu'il n'a pas fini. Et voilà, c'est normal, il n'y a pas de problème, il te balance ça. Au-delà de... Alors je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, Matt. Comment tu sais que ça fait référence à des trucs du coup tu les appelles comment tu sais que ça fait référence à ça, à ces trucs pas sortis? Parce que ce que j'ai lu de JLS, ça c'est pas dedans. Ah d'accord, ok. Et vu que le mec parle de JLA, c'est... Voilà. Donc c'est la conclusion à laquelle j'en suis venu. Okay, je peux me tromper, auquel cas, Brian Hitch, je t'invite à laisser un commentaire. Je Calme-toi. pose juste la question. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux aussi me tromper, et auquel cas, j'invite Brian Hitch à laisser un commentaire sur iTunes ou sur YouTube, et à m'expliquer sa démarche, parce que c'est vrai que je n'ai pas compris la démarche, je n'ai pas compris l'intérêt de son histoire, qui aurait pu marcher si on avait été il y a 20 ans. Et après tout le travail qu'a fait Geoff Jones sur Justice League pendant la période New 52, je suis assez navré d'avoir ce titre Justice League par Brian Hitch dans la période Rebirth, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont très bien dans Rebirth, et Justice League n'en fait absolument pas partie. Et cette structure que tu as parlé, Matt, de grosses montées en tension avec une énorme menace, aussi rocambolesque soit-elle, et hop, twist, Deus Ex Machina, conclusion, tout ça dans le dernier numéro. Il faut savoir que on est actuellement au numéro 25 de Justice League aux USA, donc on est au 4e ou 5e arc. La structure narrative de Brian Hitch, qui est encore sur le titre jusqu'à la fin d'année, là, et après il se barre, merci. La structure narrative de Brian Hitch sur chaque arc est exactement la même. Mais du coup, c'est ce qu'il y avait aussi sur Authority. Authority, c'était des arcs en 4 avec résolution dans le 4e tome à chaque fois. Mais Authority, c'était il y a 20 ans, et ça marchait. Oui, c'est ça, c'était il y a 20 ans. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Et déjà, il y a 20 ans, c'était un peu chiant. Je m'excuse de m'emporter et de redire au jour d'aujourd'hui, on dit à ce jour. Mais non, quoi, je suis désolé, Justice League par Brian Hitch, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un non pour moi. Sauf la variante cover de Joey Madureira, qui est absolument sublime, et les dessins de Tony Daniel par la suite,
qui sont pas les meilleurs travaux de Tony Daniel, mais qui relèvent quand même sacrément bien le prologue gribouillé par Brian Hitch. Mais il y a quand même des plans sympas. Il y a des plans où Wonder Woman elle affronte des tanks et tout. Et là, c'est quand même bien dessiné. Mais Ne prends pas l'accent du Sud, s'il te plaît, quand tu fais des phrases comme ça. C'est quoi cet Non, mais accent en oui. fait, je me C'est suis rendu vexant, compte- c'est Je me suis vexant en rendu fait. compte Si que tu j'ai veux. dit Wonder Woman comme une grosse quiche et j'ai fait un accent pour essayer de m'en sortir. C'est vexant. Ouais, mais C'était c'est la vexant. cahuète. C'est blessant pour nous, tu vois. Désolé. Non, mais je sais pas. Je suis hyper déçu. C'est ma déception de Rebirth. Donc vraiment, Justice League, c'est... ouais, je suis dégoûté, quoi. Moi, je vais rien dire parce que même si j'aimais, j'aurais trop peur que Yanda me saute à la gueule. Donc, Non, mais après, je peux comprendre que des gens aiment, mais non, franchement, non. je pense très honnêtement que ça plaira et que ça a plus de chances de plaire à des nouveaux lecteurs qui n'ont pas justement... Parce que quand tu lis Justice League, à partir du moment où où tu lis des comics depuis quelques années, il n'y a rien de nouveau. C'est du vu, revu, super revu. Les ficelles scénaristiques sont monstrueuses et voilà, ça marche pas du tout. Il y a encore cette culture blockbuster là-dedans, c'est-à-dire que c'est une grosse menace énorme qui va arriver et puis les gentils gagnent à la fin. C'est le blockbuster hollywoodien classique, quoi. C'est vrai que oui, peut-être que effectivement c'est plutôt destiné à des nouveaux. Mais la menace est tellement faite de briques et de broc en fait que c'est là où ça tient pas, quoi. Et il y avait déjà cet esprit blockbuster sur la série New 52. Rien que déjà le tome 1, qui est un scénario de blockbuster à lui tout seul et tu peux le transposer, en faire un film de 1h30, t'as tout ce qu'il faut pour en faire un blockbuster. Ben, ça marche beaucoup mieux pour moi que ça, quoi. Ouais. Donc c'est non. Pour moi, c'est non. Mais là, mais tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de Justice League, ça fonctionnait hyper bien dans les New 52. C'est-à-dire que tu avais un premier tome qui était hyper gratifiant, hyper jubilatoire, qui était peut-être un peu con si tu veux, et t'en avais pour ta thune en fait. Et ça permettait soit de lire que ce truc-là et de te dire bon bah j'ai lu un seul comics dans ma vie, je suis un nouveau, et finalement bah voilà, c'était sympa, c'était voilà. Ou alors de t'hameçonner pour que tu aies envie de suivre finalement la saga de la Justice League avec la guerre des ligues, avec Forever Evil, avec tout ça derrière. Qui pour le coup l'ambiance entre ce premier tome et le reste de la série est très différent. Si là l'hameçon c'est ça, pour Rebirth, ça va être un peu chaud peut-être, je pense. J'ai pas lu la suite, mais visiblement vu l'expertise de mon ami Mr. Yanda, je pense que voilà, ça va être tendu. Moi, j'ai lu uniquement ce qui est sorti en VF, donc je suis un lecteur VF, et effectivement, cette série-là, c'est celle qui m'a le moins intéressé. Mais par contre, je me dis qu'il faut la suivre parce que c'est Justice League. Le problème, c'est ça. J'ai l'impression que si je ne la suis pas, je vais la rater. Je vais rater quelque chose d'important parce que c'est Justice League. Et donc, il y a ce phénomène comme quoi, si tu suis Rebirth, il faut lire ce truc. Alors que c'est pas intéressant. Pour moi, les séries individuelles sont... Même au niveau de la trame Rebirth, la trame générale de Rebirth, les séries individuelles apportent beaucoup plus de réponses et ont beaucoup plus d'intérêt que Justice League. Et j'invite plutôt les gens à lire des séries comme Trinity, qui doivent arriver chez nous en fin d'année normalement. On n'a pas encore la date, mais ça doit arriver en fin d'année en librairie. Détective Comics. Détective Comics. Et j'invite les gens vraiment à lire Trinity plutôt que Justice League. Détective Comics. Et Detective Comics, parce que Detective Comics, c'est très bien. Mais typiquement, voilà, Superman, sa série solo qui pendant les New 52 était vraiment pas terrible. On fait un aparté très rapide sur Rebirth, mais Superman, sa série New 52 solo qui était pas terrible, sa série Rebirth, ça marche très bien. Attendez, Yanda. Ne souhaitez-vous pas résumer votre avis dans une vidéo dédiée qu'on pourra trouver sur votre chaîne Mister Yanda sur YouTube? Il est vrai. Non, ce sera une vidéo qui sera réalisée sur la chaîne de lescomics.fr. Donc je ne vais pas m'étaler plus avant. Un excellent collectif de youtubeurs. S'il en est. Ils réalisent des contenus sur les comics et ils sont disponibles sur internet. Où est-ce que vous me foutez ça dans le top, les copains? On n'est pas très haut, hein, j'imagine. On est autour des 63, 64, 65 dans les mariages, les différents mariages de Marvel. On est plutôt 66 dans Batman Alien. On est volontairement allé bas, c'est pas de la provoque, mais c'est que... Non, tu peux y aller. Hein. Que Yanda va poutrer le titre. Ouais. Non, mais moi j'y mettrais bien, 66e. C'est pas que c'est mauvais, c'est
c'est tellement classique que ça nous intéresse pas. Mais je suis sûr que tu fais lire ça à quelqu'un qui a pas beaucoup lu de comics, il va trouver ça sympa. Mais je suis pas sûr parce que c'est pas que c'est classique. Enfin, c'est que ça marche pas. Il y a un côté surenchère permanente et à chaque fois que ça C'est surenchérit, gros. ça vient se contredire quoi. Moi je m'attendais à un volume où on nous expliquait que le grand méchant avait, je sais pas, un bras en brocoli à un moment, tu vois, parce que. Et pourquoi pas? Il avait un bras en brocoli qui fait du feu. Ça aurait pu être un des rebonds de la série parce que c'est tellement improbable l'effet de Brick et de Broc que ça aurait pas été différent de ce qui se passe avant quoi. C'est. C'est pas parce que c'est gros et que ça fait de la lumière que c'est cosmique et que c'est un enjeu intéressant, quoi. Je le vois pas si bas, je le vois pas plus bas, quoi. On va pas le mettre à la fin. Je veux dire, Fear Itself et Secret Wars, c'est beaucoup plus mauvais, quoi. Moi, je vais le noter en ne me mettant pas dans l'optique d'un nouveau lecteur ou d'un lecteur assez jeune de comics qui découvrirait ça. Donc je vais vraiment le noter de mon ressenti à moi. Mhm. C'est 69. Dernier, tu veux dire, ou avant-dernier? Parce que 69... Avant-dernier. Avant-dernier. D'accord, ok. Entre Secret War et Fear Itself. Exactement. Parce que je garde quand même espoir qu'un jour ça redevienne job. Mais la déception de Justice League Rebirth, elle est vraiment, vraiment, vraiment très grande. Moi, je le mettrais 55e. Je suis entre All New Thor et Sinistro Corp. Moi, je le mets au-dessus de Secret Wars. Antépénultième. J'étais un peu entre les deux, hein. Non, c'est trop. On est autour du 60e. Je vais faire... on n'a pas de calculatrice pour faire les classements exacts, mais entre 56e et puis vous qui êtes de toute façon tout à la fin, ouais, on est autour de 60e, quoi. Mais par contre, on va se faire défoncer parce qu'il se retrouve au-dessus de Captain Britain, La fin du monde, qui est un titre d'Alan Moore. Hein. Je veux pas... Il y a deux personnes qui l'ont mis très bas, on le met sous Captain Britain. Ok, donc entre Captain Britain et le mariage de Deadpool. Voilà. Ah, on a perdu Ayanda. Pour de vrai, ouais. Et on a vraiment perdu Yanda, du coup, c'est pas une connerie, il est vraiment parti. Yanda vient d'être déconnecté par les aléas de la technique, hein, pour ceux qui nous suivent en différé. Bon, le temps qu'il revienne, on va lancer le deuxième titre, c'est du Marvel, donc je suppose qu'il l'aura jamais lu. Je vous en prie. Ok, c'est Daredevil Phaser de Joe Quesada. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est un gros nom. Parce qu'en fait, ils partent d'un petit détail de la première histoire de Daredevil, enfin Quesada du moins, et il détruit selon moi une partie des origines de Daredevil. À la base, Daredevil, c'est un jeune garçon qui sauve un aveugle en l'empêchant de se faire écraser, qui se prend des produits dans la figure et qui devient Daredevil. Et là, Quesada, il est parti de ça, et il a complètement chié sur les origines de Daredevil, franchement. J'ai vraiment détesté. Et je comprends pas qu'il y ait, notamment Marvel, hein, Alex, qui adore cette histoire. Bah, moi, pas du tout, pas du tout. Et je suis un grand fan de Daredevil en plus, donc... Et il y a un parallèle en fait entre l'influence que son père a sur lui et l'influence que le père d'un autre personnage dans l'histoire a sur lui. C'est le parallèle de l'histoire. Et ben moi j'ai trouvé, j'avais trouvé ça cool pour cette histoire de parallèle. Mais j'ai pas ta connaissance des origines. Hein. Je les connais de façon extrêmement succincte. C'est un personnage que j'ai découvert grâce à un film extraordinaire avec Ben Affleck. C'est une blague. Moi, ça passait bien, ce truc-là. Le côté... le petit... Tu sais, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Le petit parallèle là, entre les deux personnages et les difficultés qu'elles avaient avec leur père et tout, moi, ça me l'a plutôt fait. Et puis, je suis client du dessin de Quesada, donc ça l'a refait à ce moment-là. Voilà, j'étais content de revoir Quesada sur Daredevil, ce qui n'est pas arrivé depuis Marvel Knight, si je dis pas de bêtises, donc depuis le début des années 2000. Ouais, c'est pas un grand titre, mais c'est un truc que j'étais content de lire, content d'avoir, que je vais probablement relire. C'est plutôt une bonne lecture pour moi. Eh bien, pour moi, c'est tout le contraire. Ah, bah, Quesada, en vieillissant, ne s'est pas amélioré. Ce n'est pas un bon vin. Je trouve que les dessins ne sont vraiment pas... Enfin, ils sont déformés, défigurés. Oh là là. Et ensuite, par rapport à la continuité, vraiment, je ne me faisais pas... je ne retrouve plus le père de Matt Murdock. Je ne retrouve plus l'enfance de Matt Murdock. C'est bien, mais en dehors de toute continuité. Je pense que c'est d'une bonne histoire. mais alors, du coup, ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui vous manque par rapport au personnage? Qu'est-ce qui a disparu en fait entre le père que vous connaissiez et celui que vous voyez dans cette série-là? Moi, c'est pas cette partie du bouquin qui m'a gêné. Mais je peux pas en parler, sinon je vais être obligé de raconter la fin. C'est vraiment les dernières pages qui m'ont gêné, moi. D'accord. En fait, il y a un problème avec cette histoire, effectivement. On ne retrouve plus notre Daredevil, la continuité telle qu'on la connaît. Et moi, je trouve que c'est une bonne histoire. Effectivement, l'histoire est intéressante, mais
c'est sur un personnage qu'on connaît bien, je dirais, et ça n'a rien à voir. Il faut le voir en dehors de toute continuité. C'est un what if pour moi. C'est pas quelque chose de cohérent, je trouve. Est-ce que nous pourrions chiffrer nos arguments du coup et donc le placer dans le top? Je vous laisse faire un consensus, hein, vous choisissez un chiffre tous les deux, vous le placez, j'ai pas mon mot à dire, on est bien. Moi, je le mets 69e, parce que Ah ouais. vraiment, je suis un amoureux de... Ah ouais, putain. Je suis un amoureux de Daredevil, je me suis battu pour mettre Born Again en haut. Et tu le vis comme une trahison? C'est surtout que dans le premier épisode, ce qu'a fait Matt Murdock, c'est beau. Il sauve un mec et compagnie. Ouais. Et Quesada nous explique que il aurait peut-être pas dû sauver cette personne. Oui. Et alors c'est ça Mm. non, ça passe pas. Ouais. C'était un geste altruiste qu'il a fait. Et là, t'as Quesada qui arrive et qui dit oui, non, peut-être que il aurait pas dû, ça c'est ça. Ouais, non, stop. C'est 69e point. Ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant, moi, le côté, évidemment, il se sacrifie, il fait un geste pour sauver quelqu'un, et les gens que tu sauves sont pas parfaits, quoi. C'est pas parce que toi, ça fait de toi un héros que le mec en face... Oui, mais jusqu'à maintenant, il avait sauvé un inconnu et c'était suffisant. Et là, il y a Quesada qui arrive avec ses gros sabots et qui dit non, c'était pas vraiment n'importe qui. Et ouais, non, stop, 69e. Toi, scénariste, si un jour tu fais en BD la biographie d'un personnage qui apparaît au fond d'une case dans un vieux Spider-Man ou dans un vieux Vengeur, Phil viendra chez toi crever les pneus de ta voiture. Non, quelqu'un l'a fait. Dans Strange 190, un truc comme ça. Dans le premier Spider-Man, il y a Spider-Man qui se bat contre Hogan, je sais plus comment, tu sais, une espèce de gros baraquet. Ouais. Et ils font référence à ça, Dom DeFalco et Ron Friends, dans un épisode qui est absolument excellent. Et ça, c'est parfait. Là, c'est pas 69, là. Ok, donc Ça s'envole tout en haut. dès que je vais dire une connerie, ce sera une BD qui existe vraiment en vrai, c'est ça? Il y a... Non, mais quand t'as du talent, ce qui n'est pas le cas de Quesada, sur ce titre en tout cas, quand t'as du talent, tu fais pas des choses comme ça. Là, il nous a fait c'était quoi déjà le truc avec Spider-Man qui a à vomir? Un dernier jour? Un dernier jour, ouais. Non, un jour de plus. Voilà, c'était un comics de trop. J'ai l'impression de me faire engueuler par mon daron. T'es pas au lit, toi? 15e, 16e, 17e... Mais non. C'est quoi? C'était numéro de loto, j'espère. Non, c'est mieux que le mariage de Deadpool, quand même. Si tu le mets 63, tu serais au-dessus de Justice League Rebirth? Il est combien Justice League Rebirth? Parce qu'avec la coupure, je sais pas combien vous l'avez mis. 63e. Putain, vous l'avez mis hyper haut. Putain de coupure de merde. Mais je propose justement de le faire descendre. Ah ben je valide. Justement, en mettant Daredevil Favor dessus. Voilà. Ouais, tu vois, moi je préfère ça à Harley Quinn New 52 par exemple, donc je suis un peu au-dessus, je sais pas. Je préfère ça à Annihilation, quoi. Ah non. Ah si? Ah non. Ah bah tu peux pas me dire ce que j'aime et ce que j'aime pas, mais ça marche pas comme ça. Je pense que je suis 50e, je suis entre Dark Avenger et Black Vortex que j'ai pas lu. 50. Moi, j'étais 69. Moi, 63. Ça fait 68 la moyenne, non? 50, ça doit faire 59 ou 58, un truc comme ça. Ça fait 60e la moyenne. La moyenne mathématique, c'est 60. Ah, le mec a une calculatrice maintenant, quoi. Ouais. Donc 60e, il se retrouve entre Hulk la fin et les débuts de X-23 dans la peau de Wolverine dans la saga All New Wolverine. Et au-dessus de Justice League Rebirth, donc tout va bien. Allez, il nous reste un dernier titre, c'est du DC, donc Yanda, tu vas pouvoir te refaire parce que je pense que tu as passé une mauvaise soirée là. C'est un titre de 2002, c'est The Dark Knight Strikes Again de Frank Miller. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast? Putain. Oh là là, The Dark Knight Strikes Again. Mais c'est bon, je vais me coucher. Allez, merci, au revoir quoi. Putain. Yanda a annulé une soirée pizza avec des potes pour être avec nous ce soir. Oh là là. Mais ouais, regardez, elle est là ma pizza en plus quoi. Merde. C'est vrai. Merde, The Dark Knight Strikes Again. Mais non. Ça aussi, c'est non quoi. C'est non. C'est illisible. Voilà. À ce point-là. Déjà, c'est illisible. Oui. La colo, c'est pas possible. La colo, c'était une bonne idée, ça faisait moderne, mais c'est pas possible. Ça me pique les yeux, vraiment. C'est-à-dire que je vais essayer de lire 4-5 pages et je pleure. Parce que ça me pique les yeux. Comme quand tu joues trop longtemps aux jeux vidéo et qu'au bout d'un moment tu te dis « Ah merde, je suis en train de pleurer ». Ben ouais, parce que ça fait trop longtemps que tu joues aux jeux vidéo. Ben là, ça me fait pareil, mais au bout de 4 pages, quoi. Et non, c'est pas possible, quoi.
autant de Dark Knight Returns, fabuleux. Mais alors ça, mais... Bon, il y a quand même des bonnes idées. Il y a un moment, le président, on comprend que c'est un président virtuel parce qu'il bug et qu'il a des pixels sur lui. Parce qu'en fait, il n'existe pas et que il est virtuel. C'est quand même bien trouvé, ça. Tu peux pas dire le contraire. C'est de la merde. Voilà. Il est tard. Vous m'avez fait chroniquer Justice League Rebirth. C'est fini. Il n'y a plus de filtre. Et The Dark Knight Strikes Again, c'est de la merde. Voilà. Je peux pas le dire autrement. Je suis navré. Je n'ai pas d'autres mots. Voilà. Regardez l'animé. Voilà. Regardez l'animé The Dark Knight Returns, partie 1, partie 2. C'est très bien. Et n'allez pas lire Strike Again. Gardez vos sous. Lisez Dark Knight 3, The Master Race, si vous voulez, éventuellement. Mais sauter ce truc, ça ne sert à rien. Non. C'est non. Tu sais qu'il va falloir que tu le places avant. Il va falloir parler chiffres, Ouais, hein, c'est pour ça que je dis non, en fait. C'est pour ça que je dis non. Messieurs, souhaitez-vous vous exprimer sur le sujet? Eh ben, c'est pas mal. Non, je plaisante. Alors après, attention, je suis pas, j'ai absolument pas parole d'évangile ni la connaissance absolue. Hein. Il y a des gens qui trouvent très bien Dark Knight Strike Again et grand bien leur face. Je ne comprends pas ces gens-là, mais grand bien leur face. Mais moi, Dark Knight Strike Again, c'est pas possible. Moi, je sais que quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est ça la suite? Ouais. Tu vois, la déception, genre, tu t'attendais à quelque chose Ah d'énorme. mais vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, carrément. Après, c'est pas aussi mauvais que ta fatigue et ta colère et ton manque de pizza veut nous faire croire, quoi. Non, le gros problème, c'est que il y a un côté intouchable sur le premier Dark Knight. C'est une autre époque. C'est pas le moment où on reboot pour rien et où on fait n'importe quoi avec les séries juste pour revendre de la marque. Clin d'œil Watchmen. Du coup, voir Miller revenir sur Dark Knight 15 ans après, à ce moment-là, chers amis, croyez-moi, c'est un événement. Vous n'avez pas connu c'est clair. Il y avait une attente. Mais on était comme des oufs, quoi. C'est clair. Et du coup, cette BD, au-delà de ce qu'il y a dedans, est d'abord une accumulation de plein de fautes de goût. Il y a plein de trucs de mauvais goût, des trucs qui ont mal vieilli aujourd'hui, mais qui étaient déjà un peu pourraves à l'époque. Et du coup, c'est compliqué quand tu as un auteur qui a été génial et qui a été encensé pour une œuvre, de le voir revenir sur cette œuvre et de la détruire lui-même. C'est ça qui était hyper presque choquant et décevant autour de ce titre. Alors je suis pas aussi dur que mon camarade ici présent, mais oui, c'est pas bien, c'est pas voilà. Mais je pense qu'il y a aussi le fait, la même chose qui passe par un autre auteur. Tu vois, tu peux dire ouais bah machin est venu faire du Dark Knight, c'est de la merde, machin c'est un con. Alors que là c'est Miller, le mec est revenu casser lui-même son œuvre, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est comme si Alan Moore faisait Watchmen 3 et que c'était pas bien, quoi. Ouais, mais tu vois, il est revenu encore 15 ans après du coup Dark Knight Strike Again pour faire The Master Race. Et même si Master Race est en dessous de Dark Knight Returns, parce que Dark Knight Returns est un chef-d'œuvre absolu pour toutes les raisons qu'on a énumérées quand on a parlé de ce titre dans le podcast, Master Race est quand même largement au-dessus de Strike Again pour moi. Non mais les mecs sont pas cons. Au moment où Miller veut leur refaire le coup de Je reviens 15 ans après, ils lui ont mis des auteurs dans les pattes. Ils ont mis Azzarello pour l'aider à écrire, et puis ils ont mis Kubert pour dessiner, parce qu'ils pouvaient plus le faire tout seul, quoi. Et puis c'est pas possible. On peut pas se taper. Imagine, il leur prend un truc genre Sainte Terreur, Terreur Sainte. Il a déjà dealé pour faire son Master Race pour dessiner les mini comics en plus, espèce de mini backup. Non mais il est sous contrôle, c'est ça que je veux dire. Oui, complètement. Tu dis à Miller, je te fais un contrat d'édition, t'es DC Comics, tu dis je te fais un contrat d'édition, il te sort un Terreur Sainte, et tu te retrouves avec un brûlot un tout petit peu extrémiste, estampillé DC Comics Warner Bros. C'est juste hyper chaud. Donc non, ils l'ont pris et ils l'ont mis sous tutelle. Il y a pas de. C'est pour ça aussi que le titre s'en sort un peu mieux, quoi. C'est vrai. La vieillesse est un naufrage. Miller a essayé de revenir, il n'a pas pu. Oh, non. Non, mais c'est vraiment ça. Miller a essayé de faire quelque chose, de revenir, et c'est raté. C'est raté, et il ne pourra plus refaire ce qu'il a fait auparavant.
On peut pas marquer une deuxième fois l'histoire du comics comme ça. Je pense que c'est très très rare. Ce qu'il a fait avec Batman, The Dark Knight Returns, il pourra plus jamais le refaire. Et tout ce qu'il fait après, c'est décevant. Et là, vraiment, il y avait beaucoup d'attentes. Ça a été très décevant, très très décevant. Bon, c'est raté, mais bon, ça reste Miller. Il y a pas que du décevant, tu vois. Quand il teste des choses dans d'autres univers, ça a des défauts, ça a des qualités. Je pense à 300, à Sin City. Il a essayé d'autres choses. Et le problème, c'est qu'il revient sur cette œuvre-là pour lui coller une suite. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué. Je sais pas. 300, bon, Sin City, c'est vraiment un chef-d'œuvre. 300, moi, je trouve que c'est là où il a commencé un petit peu à déraper. Je sais que 300 est beaucoup aimé. Moi, c'est là où j'ai commencé. Je suis très très fan de Miller. C'est là où j'ai commencé à vraiment à jeter un œil sur le travail de Miller en disant mais qu'est-ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il cherche. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé moi, à me poser des questions sur lui. Et après, j'ai été vraiment toujours déçu par son travail. Il part dans des directions faciles maintenant, je trouve. Alors c'est pour ça que je dis que la vieillesse c'est un naufrage. Parce que effectivement, on a tous des tics, on essaye de reproduire des choses et quand on a eu du succès. Et bon, il a vraiment éclaté au niveau de Sin City. Je pense que c'est là où il a fait son meilleur travail d'ailleurs. Mais après, le reste, pour moi, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais. Quand je l'ai lu, j'avais eu une déception parce que j'ai fait partie des gens qui l'ont acheté le jour même, quoi. J'ai fait la queue devant mon boucher, je me suis rendu compte que c'était pas le bon magasin, je suis allé à côté. Et, ça, je couperai, c'est nul. Et non, ouais, j'avais vraiment envie de. Je les ai achetés en petit volume, j'ai pas attendu qu'ils sortent un gros volume relié. Et ouais, petite déception, Catwoman, ça allait représenter comme on dirait une peluche. Enfin, c'était très 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 mauvais. Et pour préparer le podcast, j'avais envie de le relire et j'ai feuilleté 3 pages, j'ai arrêté parce que j'en pouvais déjà plus. Donc je pense que ça a mal vieilli et qu'il a essayé de revenir dessus alors qu'il fallait pas. Et c'est dommage parce que Frank Miller, c'est quand même Daredevil, c'est Ronin, c'est excellent, c'est énorme ce qu'il a fait. Mais bon, c'est un petit peu son Chinese démocratie comme les Guns N' Roses, quoi. Fallait pas. Voilà, si vous avez capté cette référence, Oh. sachez que vous êtes un ancien. Donc ça tourne à quoi? 69, 70, 71, on est dans ces eaux-là, c'est ça? Bon, Yanda s'est prononcé, hein, je crois que sa parole a été assez limpide. Pas si bas quand même. Moi, je le mettrais dans les 50-60, quoi. Plus 60 que 50 quand même. Entre Daredevil et X-23 ou entre Daredevil et Luc Lafin? Devant Daredevil. Non, Daredevil, c'est non. Daredevil, non. Flo, tu le mettrais où? Pareil. Ouais, je pense que je suis assez d'accord. Bon bah voilà, on a notre 60e position entre le magnifique Hulk Lafin et le très beau Daredevil Phaser, très émouvant. Eh ben c'est pas fameux tout ça, hein. Est-ce qu'on remercie Sébastien Guinan pour sa liste? Non, si, bah bien sûr, ah oui, non, on le remercie pour sa liste. Mais viens pas nous voir en convention, quoi. Mauvaise soirée pour DC Comics, hein, vraiment. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ouais, c'est triste pour Flo d'avoir assisté à ça. Je suis très content, il y a un nouveau numéro 1. Et je trouve qu'il est très très beau ce numéro 1. Le mec est venu foutre sa merde, quoi. Et vous ne voyez pas à quel point ses yeux brillent quand il dit ça. Mais sachez-le. Ah, merveilleux. J'ai bien peur que ce soit ainsi que se conclut ce nouvel épisode de notre top des comics qui n'a pas de nom. Hein. Je ne voudrais pas avoir l'air de regarder ma pendule et la tête de mon ami rétrophile en train de opiner du chef, mais il me semble que c'est ainsi que se conclut cet épisode. Et donc, c'est le moment où je dois vous remercier. Moi, je dois vous remercier d'avoir envoyé vos listes et d'avoir permis la constitution de ce top. Top que je vous récapitule puisque nous avons un nouveau numéro 1 en présence de la saga du Phénix Noir, une histoire des X-Men qui prend la place de numéro 1 immédiatement et qui devance donc The Ultimates numéro 2, Batman Silence numéro 3, Daredevil Born Again numéro 4, Crisis on Infinite Earths numéro 5. La liste, évidemment, apparaît sur vos écrans, hein, dans la description de ce podcast, de cette vidéo et tout. On ne va pas vous raconter les 73 titres. Et il nous reste à remercier notre invité exceptionnel de ce soir. Flo, où est-ce qu'on peut retrouver ta productivité, ta création, tes œuvres
et ta contribution au Comics Game. Alors il paraît que j'ai une chaîne YouTube, mais en ce moment elle est un petit peu au point mort. Mais bon, de temps en temps je poste quelques vidéos. Sinon, si vous passez au TGS, au Toulouse Game Show, au début décembre, eh bien vous pouvez nous retrouver, on aura un stand. Donc n'hésitez pas à venir et à voir nos vidéos sur TGS événements. Et puis nous, bon, on va pas vous la faire à l'envers, on se retrouve sur lescomics.fr, Mister Yanda, Rétrophile et moi. Et puis Mister Yanda, vous le retrouvez sur la chaîne Mister Yanda sur YouTube. Rétrophile, vous le retrouvez sur la chaîne Rétrophile sur YouTube, c'est bien foutu. Et puis voilà, vous retrouvez cet épisode sur YouTube et sur iTunes. N'hésitez pas à le faire tourner, à partager, à continuer à envoyer vos listes. Cette série d'émissions est une série d'émissions à durée limitée. Nous avons classé 73 comics dans Stop. Il y a bien un moment où il faudra que ça s'arrête. Donc il nous reste peu d'épisodes de ce podcast à découvrir, dans lequel nous allons classer des comics Marvel ou DC. Voilà, c'est le concept. Vous envoyez une liste avec un titre, un thème et 3 sagas de Marvel ou DC, et on essaie de leur trouver une place dans le top avec notre mauvaise foi habituelle et un nouvel invité pour le prochain épisode qui sera enregistré très prochainement. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. N'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi, et puis bisous, à la prochaine fois. Salut! Merci tout le monde, salut. Ciao.